Bonjour et bienvenue dans ce cours. Vous allez y découvrir Django, le framework web le plus utilisé dans la communauté Python. Vous allez réaliser avec moi un projet qui vous permettra de concrétiser tous les concepts que nous verrons ensemble. Voici le scénario. Un disquaire vous contacte car il souhaite avoir une boutique en ligne. Cette boutique devra afficher tous les CD qu'il a dans son stock et devra permettre à ses utilisateurs de réserver en ligne les CD qu'ils souhaitent. Le disquaire veut également avoir une interface d'administration qui lui permettra de dire quels sont les CD qui sont disponibles et ceux qui ne le sont pas, et qui lui permettra également de voir les réservations en attente et les réservations finies. Ce disquaire s'appelle le bateau pirate. Regardez dans les notes associées à cette vidéo les maquettes qu'il vous a envoyées. De quoi aurez-vous besoin pour réaliser ce projet? Vous aurez besoin d'une base de données pour que le disquaire puisse enregistrer ces informations quelque part. Vous aurez également besoin d'un service qui interagit avec cette base de données. Vous allez également utiliser un serveur web pour recevoir des requêtes HTTP, les traiter et renvoyer une réponse conforme. Vous aurez également besoin d'une interface d'administration pour que le disquaire puisse rentrer ses propres données et de bien d'autres choses que nous verrons au fur et à mesure de ce cours. Évidemment, vous pourriez coder tout cela de zéro en Python, mais ce serait extrêmement long et fastidieux et je suis sûre que vous n'avez pas du tout envie de tout ça. C'est pourquoi je vous propose d'utiliser Django, qui est un framework web en open source. Alors qu'est-ce que ça veut dire un framework? C'est tout simplement un ensemble de modules qui sont pensés pour fonctionner à la fois collectivement et à la fois individuellement. Cela vous garantit de pouvoir avancer rapidement et de vous appuyer sur des bonnes pratiques. Django a été créé en 2003 par 4 développeurs pour le journal local de Lawrence dans le Kansas en Amérique. Ils avaient besoin d'une base commune pour réaliser des sites très vite pour les besoins du journal. C'est pourquoi, dès le début, Django a été pensé pour faciliter la vie des développeurs et réaliser des sites extrêmement vite, tout en se basant sur des bonnes pratiques très importantes et très ancrées dans le code. Vous pouvez retrouver tout le code pas à pas dans le dépôt GitHub avec une branche par chapitre. Allez, vous êtes prêts à commencer? C'est parti! Dans ce chapitre, nous verrons ensemble comment installer Django, comment installer PostgreSQL, configurer la base de données et la relier à Django. Tout un programme. On va commencer tout de suite par l'installation de Django. Avant d'installer Django, prenez le temps d'initialiser un environnement virtuel, de l'activer, de suivre le projet avec Git et d'ajouter un fichier gitignore afin d'ignorer tous les fichiers qui sont dans l'environnement virtuel. Puis installez Django en tapant pip install Django. Quand l'installation est terminée, vérifiez que la librairie est bien disponible en tapant la commande python-m django-version qui va renvoyer la version de Django. À présent, utilisez la commande django admin start project pour créer la structure du projet. Et je vais donner le nom disquaire _ project. Nous voyons que ça a bien généré un nouveau dossier dont nous verrons le contenu un petit peu plus tard. PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles fonctionnant sur un mode client-serveur. Concrètement, c'est exactement la même chose que quand votre ordinateur interroge un serveur et que ce dernier lui répond. Afin d'utiliser une base PostgreSQL dans un projet Django, vous devez installer la librairie psychopg2. Tapez pip install psychopg2. Puis vous allez installer PostgreSQL. Je ne peux malheureusement pas vous montrer comment faire sur tous les systèmes d'exploitation. Moi étant sur Mac, je vais vous montrer comment faire sur Mac. Mais si vous êtes sur Windows ou sur Linux, regardez les notes associées à cette vidéo, je vous ai mis plusieurs liens qui vous aideront. Si vous êtes sur Mac, je vous incite fortement à utiliser un gestionnaire de paquets qui s'appelle Homebrew et qui facilite l'installation d'à peu près toutes les librairies dont vous avez besoin.
Pour installer Postgre, c'est extrêmement simple. Vous tapez brew install PostgreSQL. Moi, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas lancer la commande, mais faites-le chez vous et suivez toutes les instructions qui sont données à la suite. Donc, lorsque la librairie a bien été installée, tapez PSQL pour rentrer dans la console interactive de Postgre. Cette commande ouvre une console PostgreSQL dans laquelle vous pouvez interagir avec les différentes bases du système, exactement de la même manière que la commande Python ouvre une console dans laquelle vous pouvez écrire du code en Python. Pour en sortir, vous tapez /q. Dans la suite de ce chapitre et tout au long de ce cours, je vais vous montrer comment interagir avec la base Postgre en ligne de commande. Sachez qu'il existe des interfaces graphiques qui vous permettent de visualiser les tables et de créer de nouvelles bases de données. Vous le savez, pour qu'un serveur fonctionne, il faut le démarrer. Donc voyons tout de suite comment faire. Pour démarrer un serveur Postgre sur Mac, encore une fois, rien de plus simple si vous utilisez brew. Vous tapez la commande brew service start PostgreSQL. Si vous voulez lancer le démarrage de Postgre lorsque vous ouvrez votre ordinateur, donc au démarrage de votre ordi, vous pouvez taper une commande qui vous permettra de le faire. Je vous invite à regarder dans les notes associées à cette vidéo comment mettre ça en place. Maintenant que c'est fait, voyons tout de suite comment créer une nouvelle base de données. Tapez la commande create_db, -O, puis le nom d'utilisateur que vous avez indiqué lorsque vous avez installé Postgre, dans mon cas c'est Céline MS, et enfin le nom de la base de données, dans mon cas ce sera Disquaire. Puis tapons la commande /l qui liste toutes les bases qui sont dans notre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, moi j'en ai plusieurs. Nous voyons bien à l'intérieur que Disquaire fait partie de toutes les bases que j'ai. Pour sortir, tapez Q, puis de nouveau /Q. La dernière étape est d'informer Django que nous voulons utiliser la base de données qu'on vient juste de créer. Parce que bon, après tout, il ne le sait pas encore. Voyons tout de suite comment faire ça. Ouvrez le fichier Settings qui se trouve dans le dossier Disquaire Project. Ce fichier contient la configuration de votre projet. Nous allons descendre pour aller modifier la configuration de la base de données, de l'accès aux bases de données. Par défaut, comme vous pouvez le voir, Django utilise SQLite. Nous allons changer tout cela pour indiquer Postgre. Donc en premier, indiquez que nous souhaitons utiliser l'adaptateur PostgreSQL, puis mettez le nom de la base de données que vous avez créée tout à l'heure, votre nom d'utilisateur, en password, laissez vide, le nom d'hôte, laissez-le vide également, et le port est 5432. Encore une fois, cela peut changer en fonction des réglages qui sont sur votre ordinateur. Quand ça s'est changé, enregistrez, puis lancez le serveur de Django en rentrant dans le projet au même niveau que manage.py et lancez le serveur en tapant manage.py run server. Django nous informe que le projet ne fonctionnera peut-être pas correctement sans les migrations. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Donc tapez CTRL-C pour arrêter le serveur, puis tapez la commande manage.py migrate. Nous verrons un petit peu plus tard à quoi correspondent les migrations. Relancez le serveur et rendez-vous sur l'URL qui est indiquée dans votre console. Vous devriez voir apparaître cette magnifique page d'accueil. Alors un petit mot rapide sur les différentes composantes de notre projet. Init.py permet de déclarer que ce répertoire est un module. Donc ça nous permettra d'importer des réglages ailleurs plus tard dans ce cours. Ensuite, settings.py, comme je vous l'ai dit, regroupe les réglages généraux de notre projet. On en reparlera un petit peu plus tard dans ce cours. urls.py sont toutes les routes utilisées dans notre projet. Alors, on explicitera ce concept
plus tard dans le cours, mais retenez juste pour l'instant que tous les chemins que vous entrez dans votre navigateur, donc les URL, se retrouvent dans ce fichier et vous permettent d'accéder à une page de votre application. Enfin, wsgi.py regroupe les réglages du serveur. Nous allons faire une dernière modification dans settings.py pour aller changer la langue par défaut de notre application. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de l'anglais et moi j'ai envie d'utiliser le français. Donc je vais indiquer FR. Je vais également changer le fuseau horaire pour utiliser Europe Paris. Une dernière indication avant de vous laisser, vous avez remarqué que j'ai lancé le serveur en tapant /manage.py puis la commande run server. Il s'agit d'un raccourci. J'aurais très bien pu lancer la même commande en la préfixant par Python manage.py run server. Cela fera exactement la même chose. Donc que vous soyez sur Windows, sur Linux ou sur Mac, lancez simplement manage.py avec Python de la même manière que vous lancez un script Python d'habitude. Dans ce chapitre, vous avez découvert comment créer un nouveau projet et comment configurer une base de données dans Django. Il ne nous manque plus qu'à créer une nouvelle application. Mais qu'est-ce que c'est? On voit ça dans le prochain chapitre. Dans le chapitre précédent, vous avez affiché la page d'accueil de votre application. Bravo, c'est un très grand pas. D'ailleurs, Django vous y informe que la prochaine étape est de créer une nouvelle application. Mais qu'est-ce que c'est? Une application est tout simplement un ensemble de fonctionnalités qui partagent une cohérence commune. Il est d'ailleurs très courant qu'un projet Django en ait plusieurs. Pour se rendre bien compte de ce qu'est une application, prenons un exemple. Allez sur le site de Lego et regardez les différents onglets. Vous en verrez 5. L'accueil, les produits, les jeux, les nouveautés et une boutique en ligne. Si ce site était un projet Django, il aurait certainement 4 applications. Les jeux, pour gérer les différents jeux sur le site, une boutique en ligne, un catalogue, pour gérer les différents produits proposés, et également un blog avec les différents articles. Comme vous le voyez, ces 4 applications ne partagent pas les mêmes fonctionnalités. Par contre, elles sont présentes sur un même site qui a donc un même nom de domaine. Concrètement, dans un projet Django, une application est tout simplement une nouvelle librairie que vous installez ou que vous créez. Je vous montre tout de suite comment installer une nouvelle librairie. Je vous propose d'installer Django Debug Toolbar, qui est une application qui permet d'afficher à la droite de l'écran une barre de navigation extrêmement intéressante contenant plein d'informations très utiles pendant qu'on développe. Toute application étant un package, vous pouvez l'installer avec PyPy en tapant pip install Django Debug Toolbar. Puis, lorsque l'installation est finie, revenez à votre code, puis à settings.py et dans Install App, ajoutez une nouvelle chaîne de caractères, debug_toolbar, avec bien une virgule à la fin. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour installer une nouvelle application. Après, chaque librairie est différente. Certaines, par exemple, ont besoin d'accéder aux tables de la base de données pour y lire certains réglages. C'est le cas de Django Debug Toolbar. Si vous regardez la page d'installation de Django Debug Toolbar, vous aurez de nombreuses indications sur les éléments à changer dans le fichier de configuration. Donc retournez dans settings.py et rajoutez dans les middleware la ligne suivante que je viens juste de copier du site. Faites bien attention à mettre cette ligne tout en bas et non pas avant Security Middleware. Enfin, indiquez que l'internal IP est égal à 127.0.0.1. Et c'est tout pour les réglages. Passons maintenant au fichier des URL
Vous devez inclure les URL de la Django Toolbar, comme indiqué dans leur documentation. Étant donné que cette barre ne doit être accessible qu'en mode debug, vous allez écrire si le mode debug est activé. Dans ce cas-là, importe la debug toolbar, puis ajoute l'URL debug aux URL qui existent déjà. Afin de pouvoir faire ça, vous devez également importer les réglages qui sont dans settings.py. Vous allez taper from django.conf, import settings. Et afin d'utiliser la méthode include, vous devez également l'importer. Quand c'est fait, sauvez le fichier, puis relancez le serveur. Et revenez sur la page d'accueil. Vous devriez voir Page Not Found s'afficher, ainsi qu'une barre à votre droite avec de nombreuses informations. La barre à droite correspond à l'application qu'on vient juste d'installer, c'est-à-dire la Django Debug Toolbar. Avez-vous l'impression que c'est un peu magique? C'est normal, et il est temps de démystifier tout ça. Vous allez créer votre première application qui s'appelle Store et qui sera responsable de gérer à la fois le catalogue en ligne et les différentes réservations. Django a une commande dédiée pour la création d'une nouvelle application. Je vous montre. Comment créer une nouvelle application? Arrêtez le serveur et utilisez la commande de Django dédiée pour cela, qui s'appelle Django-admin, start app et le nom de votre app. En l'occurrence, nous, c'est Store. Un nouveau répertoire vient d'être créé au même niveau que Discar Project. Comme vous pouvez le voir, il s'appelle Store et contient de nombreux fichiers très intéressants. Nous les verrons au fur et à mesure de ce cours, mais pour l'instant, laissez-moi juste vous donner quelques petites indications. Le dossier migration contient les fichiers qui modifient la structure de la base de données. Nous les verrons un petit peu plus tard dans ce cours. Puis admin.py contiendra la configuration de l'espace d'administration qu'on verra à la fin de ce cours. Apps.py permet de configurer l'application. Nous n'aurons pas du tout besoin de modifier ce fichier. Models.py contiendra les modèles de l'application. Nous y reviendrons assez rapidement. Test.py contiendra les tests, qu'on verra également à la fin de ce cours. Et enfin, Views.py contiendra les vues de notre application. On y reviendra également assez rapidement. La dernière étape pour utiliser votre nouvelle application est de la déclarer dans settings.py de la même manière que vous avez déclaré que vous vouliez utiliser la Django Debug Toolbar. Ajoutez une simple ligne store.apps.storeconfig. Sauvez et c'est tout. La structure de l'application est désormais créée, mais de nombreux termes vous sont très certainement inconnus. Par exemple, que signifie modèle ou que signifie vue? Nous voyons tout cela dans le chapitre suivant. À tout de suite! Dans le chapitre précédent, vous avez vu comment créer votre première application. Mais pour l'instant, vous ne savez pas encore à quoi se réfèrent des mots modèle et vue. En fait, ces mots font référence à une architecture web extrêmement bien connue dans les frameworks, qui est le MVC pour modèle, vue, contrôleur. Django s'appuie sur cette architecture pour organiser les projets autour de 3 pôles, modèle, vue, template. Pour en savoir plus sur le MVC, je vous invite à regarder les notes associées à cette vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur ces 3 pôles et voyons en détail à quoi ils font référence. Commençons par les modèles. La mission d'un modèle est de chercher dans une base de données les items qui correspondent à une requête et de renvoyer une réponse intelligible par le reste du programme. Un modèle s'appuie sur ce qu'on appelle un ORM pour Object Relational Mapping. Afin de bien comprendre ça, il faut savoir que vous n'allez pas interroger une base de données en Python directement. Vous devez utiliser SQL, Structural Query Language, qui est un langage vraiment spécialisé dans l'interrogation des bases de données. Prenons un exemple et imaginons que vous voulez connaître tous les items de la table Content. En SQL, vous allez réaliser ça grâce à la commande
select étoile from content. Ça va vous renvoyer un ensemble de données qui seront dans un format SQL et que vous devrez ensuite transformer en Python pour pouvoir les manipuler. Évidemment, c'est une étape un peu fastidieuse et c'est pour ça que les ORM existent. Un ORM est comme un traducteur automatique. Vous écrivez en Python, l'ORM transforme en SQL, interroge la base de données, reçoit la réponse en SQL, puis vous renvoie une réponse en Python. C'est plutôt magique. Passons maintenant au dernier pilier de l'architecture MVT, qui est la vue. La vue joue un rôle central parce qu'elle est responsable de recevoir les requêtes HTTP et de renvoyer une réponse intelligible par le navigateur. Concrètement, une vue va recevoir une requête comme celle-ci et elle va renvoyer une réponse HTTP qui ressemblera à celle-ci. La vue réalise toutes les actions nécessaires au traitement de la requête. Par exemple, si la requête a besoin d'informations qui sont stockées dans la base de données, la vue va faire appel au modèle pour interroger la base. Si la vue a besoin d'un template, dans ce cas-là, la vue va faire appel au template pour générer la réponse. Dans un projet Django, toutes les vues sont regroupées dans un fichier qui s'appelle views.py. À savoir que chaque vue est reliée à un schéma d'URL. Par exemple, la requête HTTP que je vous ai montrée tout à l'heure peut très bien être reliée à l'URL suivante. Toutes les URL sont regroupées dans un fichier qui s'appelle url.py. Afin de bien comprendre ces concepts et comment ils s'actionnent les uns avec les autres, prenons un exemple de la vie réelle. Imaginons Michel. Michel a envie d'aller fêter la Saint-Patrick et il a absolument besoin d'un chapeau avec des trèfles en velours et qui soit assez solide. Le premier réflexe de Michel est de se rendre au centre commercial le plus proche, Consomme Plus. Il s'agit d'un centre commercial immense. Michel se trouve un peu désœuvré et ne sait pas vraiment où aller. Il se rend donc à l'accueil et demande son chemin. « Bonjour, je cherche un chapelier. Est-ce que vous sauriez où je pourrais en trouver un ici ?» L'agent lui répond « Oui, bien sûr, le chapelier fou se trouve au 3e étage, au bout de l'allée, à l'emplacement 20. » Sur ces faits, Michel se rend à l'adresse indiquée et parle au chapelier fou. « Bonjour monsieur le chapelier, je cherche un chapeau assez grand, avec des trèfles. » Il lui fait tout le descriptif. Le chapelier se rend dans l'arrière-boutique, cherche dans ses rayonnages, à la colonne vert, tous les chapeaux qui ont une étiquette trèfle. Il prend au chapeau, revient dans la boutique, le tend au client, ce dernier est ravi, il paye et il s'en va. Fin de l'histoire. Et si je vous disais que tout ce scénario correspond exactement à ce qui se passe sur Django? Imaginons que Michel a la flemme et ne se déplace pas au centre commercial, mais va plutôt sur le site internet du chapelier. Il se rend sur la page d'accueil et tape « vert, trèfle, velours » et appuie sur « Entrée » dans un champ de recherche. Une page s'affiche avec exactement le chapeau qu'il voulait, il clique dessus, il paye et il ira chez le chapelier pour récupérer sa commande. Analysons étape par étape ce qui s'est passé sur le serveur. Michel effectue une requête HTTP lorsqu'il appuie sur la touche Entrée. La requête HTTP aura les paramètres vert, trèfle, velours. La requête va arriver directement au fichier url.py. Django va aller regarder quel est le schéma d'URL qui correspond à l'URL dans la requête. Cela correspond exactement au moment où Michel arrive au centre commercial et demande à l'agent d'accueil sa direction. En effet, une URL est reliée à une vue. L'étape suivante est donc l'arrivée à une vue qui va traiter la demande. La vue va correspondre au moment où Michel se rend dans la boutique et interagit avec le chapelier. Vous vous souvenez, le chapelier va se rendre dans l'arrière-boutique pour trouver le chapeau qui correspond à la demande du client. Dans Django, c'est le moment où l'ORM rentre en jeu. L'ORM va effectuer une requête dans la base de données pour aller chercher dans la table Hats tous ceux qui sont verts
et qui ont des trèfles. Il va renvoyer à la vue les résultats correspondants. Puis la vue va faire appel à un gabarit pour construire la requête. Cela correspond au moment où le chapelier emballe le chapeau dans une belle boîte à chapeau pour la tendre au client. Puis la vue va renvoyer une requête HTTP conforme au navigateur. C'est le moment où le client sort de la boutique. Pour information, le protocole HTTP est un peu plus complexe que cela et je vous invite fortement à regarder le lien dans les notes associées à cette vidéo vers le cours de Sarah Khalil qui explique en détail les différentes méthodes et le protocole HTTP. Pour ma part, je vous retrouve dans le prochain chapitre afin de se mettre à coder. Dans le chapitre précédent, vous avez découvert ce qu'était l'architecture MVT pour modèle, vue, template. Il est temps de coder et de mettre tout ça en application. Dans ce chapitre, vous apprendrez à ajouter une nouvelle vue dans votre projet pour afficher sur la page d'accueil « Salut tout le monde ». Vous ajouterez également une seconde route à la fin de ce chapitre pour afficher la liste de tous les albums de votre application. Par défaut, lorsque vous utilisez le générateur de Django, ce dernier ajoute notamment deux fichiers dans une application, models.py pour les modèles et views.py pour les vues. Mais qu'en est-il des templates? Vous devez ajouter un dossier. On voit ça tout de suite. Pour plus de clarté, ajoutez également un sous-répertoire qui sera au même nom que l'application, dans les templates. Une URL est le premier point d'entrée dans votre projet. Il est donc assez logique que le fichier urls.py se trouve dans le dossier du projet et non pas dans le dossier de votre application. Néanmoins, au fur et à mesure que votre projet grossira, vous aurez de plus en plus d'URL. Il est donc d'usage de séparer les URL d'une application des URL utilisées par tout le projet. Vous avez donc un fichier urls.py qui appartient à l'application et qui est chargé de gérer les routes de cette application. Et ce fichier-là est importé dans urls.py qui est au niveau du projet et qui lui va être chargé de gérer toutes les routes de toutes les applications. Je vous montre comment faire. Créez un nouveau fichier dans l'application et appelez-le url.py. Puis vous allez modifier les URL du projet pour aller inclure les URL de l'application. Donc pour ça, ouvrez urls.py et de la même manière que nous l'avons fait tout à l'heure avec la debug toolbar, nous allons inclure les URL de notre application. Nous allons pour cela utiliser la méthode include. La méthode URL associe un schéma de route à un ensemble de vues. Plus précisément, elle prend en premier paramètre une expression régulière représentant un schéma et en second paramètre la vue à associer. L'ajout de la méthode URL store include store.url ajoute toutes les routes de store URLs aux routes du projet en les préfixant par store. Il est vraiment essentiel que vous sachiez utiliser les expressions régulières pour écrire les routes d'urls.py. Si ce n'est pas le cas, regardez le cours Perfectionnez-vous en Python et le chapitre Utilisez les expressions régulières. Donc sauvez urls.py, puis relancez votre serveur. Une erreur apparaît et c'est tout à fait normal, puisque le fichier URLs que nous essayons d'importer ne contient aucune URL. Mais pas de panique, on va le remplir très vite. Le fichier des URL est créé, passons maintenant à la première vue. Vous allez afficher « Salut tout le monde » à l'URL/store. Et non, pas sur la page d'accueil. Vous saurez pourquoi un peu plus tard. On commence. Ouvrez le fichier views.py et ajoutez une nouvelle fonction qui s'appelle index et qui prend en paramètre une requête. Nous verrons cela un petit peu plus tard. Pour l'instant,
Sachez juste qu'une vue est une fonction comme les autres. Pour l'instant, c'est assez simple. Sauf que nous avons un petit problème. Une vue doit renvoyer une réponse valide, pouvant être interprétée par un navigateur. Or, pour l'instant, nous ne renvoyons qu'une chaîne de caractères. Alors, comment faire? Django contient l'objet HTTP Response, qui fait justement ça pour vous. On va l'importer et on va l'utiliser dans la vue. Pour l'instant, on va commenter l'import de render. On va importer HTTP Response et on va l'utiliser dans le return. Maintenant que la vue est créée, nous allons ajouter une URL pour pouvoir y accéder. Allez dans le fichier urls.py tout fraîchement créé, puis ajouter quelques lignes. Nous allons déjà commencer par importer les URL qui font partie du projet. Ensuite, nous allons importer toutes les vues de notre application. Enfin, nous allons déclarer que toute URL qui commence ou qui finit par une chaîne vide est reliée à la vue index. Encore une fois, ici, il n'y a pas de magie. La méthode URL associe simplement l'URL / à la méthode index du fichier views.py. Alors, on va lancer le serveur pour voir si tout fonctionne. Donc, on le quitte de nouveau, on le relance. On va aller naviguer à la page d'accueil. Et là, une nouvelle erreur apparaît. Alors, est-ce que vous avez trouvé pourquoi? En effet, les routes contenues dans store urls.py sont appelées dans le fichier d'URL de notre projet, mais avec le préfixe store. Il faut donc naviguer à l'URL /store pour voir apparaître le message de notre vue. Comment faire pour la page d'accueil maintenant? Nous allons procéder légèrement différemment. En effet, on ne souhaite pas utiliser de préfixe. On va donc appeler directement la vue index dans le fichier des URL du projet et réserver la route /store pour une autre action. Donc modifier les URL du projet pour appeler directement la vue index et importer évidemment la fonction. Et pensez également à supprimer la route des URL de l'application, sinon la vue sera déclarée 2 fois. Démonstration pour prouver que ça fonctionne. On va naviguer à la page d'accueil et nous avons bien notre message qui apparaît. Passons maintenant à la vue qui va lister tous les albums de notre application. On va créer une nouvelle vue dans les vues et par souci de simplification, on va utiliser pour l'instant un simple dictionnaire et pas une base de données. Donc on va simplement ajouter un jeu de données en pur Python dans models.py. Créer des dictionnaires que vous assignerez à des constantes. Créer une nouvelle route dans les URL de l'application, sauf que cette fois-ci, on ne va pas lier à la vue index, mais à la vue listing. Cette vue n'existant pas, nous allons la créer. À l'intérieur de cette fonction, nous allons récupérer le nom de chaque album, puis créer un message sous forme de chaîne de caractères avec la balise HTML UL et à l'intérieur plusieurs lignes. Ceci nous permettra d'afficher une liste non ordonnée dans notre navigateur. Enfin, nous renvoyons un objet de type HTTP réponse. Évidemment, pour pouvoir utiliser la constante album, nous devons l'importer. Importons-la, puis naviguons à l'URL /store et nous avons bien la liste de nos albums qui s'affiche. La liste des albums s'affiche. Vous découvrirez dans le prochain chapitre comment passer des paramètres dans l'URL pour afficher le contenu d'un album et non pas la liste de tous les albums. C'est parti! Dans le chapitre précédent, vous avez appris à ajouter des vues, et notamment celle de la page d'accueil et celle listant tous les albums de votre application. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la transmission d'informations entre le client et le serveur. Il existe 3 manières de transmettre des informations. La première, c'est à l'intérieur de l'URL, comme ceci. La deuxième manière, c'est à l'intérieur de la requête GET en tant que paramètre. Et la troisième manière, c'est dans le corps d'une requête POST.
Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux deux premières méthodes. D'ailleurs, je vous lance deux défis. Créer les routes qui permettront d'afficher les résultats d'un formulaire de recherche et d'afficher les détails d'un album. Commençons par afficher les détails d'un album. Afin d'afficher les artistes d'un album, il faut encore déjà pouvoir le trouver. Alors, dans notre exemple, on sait qu'album est une liste. Comment trouver un item dans une liste? Rien de plus simple via son index. Par exemple, album 0 nous renverra Sarbacane. En Python pur, c'est hyper simple, mais via Django, on va rajouter une étape supplémentaire. Effectivement, nous ne voulons pas indiquer directement l'album à trouver, mais on veut pouvoir le mettre en paramètre dans l'URL. On va donc indiquer l'index dans l'URL. Donc on revient dans les vues. On va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler detail, qui va prendre en paramètre évidemment la requête, mais un paramètre supplémentaire qui sera l'album ID. Ensuite, on va dire que l'identifiant, c'est l'album ID, mais converti en entier, et ça pour être sûr qu'on a bien un entier. Ensuite, on va trouver l'album tout simplement en passant l'index. Ensuite, on va aller trouver les artistes associés et récupérer uniquement leur nom. Après, on va construire le message à renvoyer. Donc dans notre cas, le nom de l'album est, et là on va passer le nom de l'album, ainsi que l'artiste. Puis on va renvoyer ce message-là. La vue est créée, relions-la maintenant à une URL. Donc allons dans url.py et ajoutons une route. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est un petit peu plus spéciale. Elle contient une expression régulière qu'on va détailler pas à pas. Le chapeau signifie commence par, puis les parenthèses va aller capturer tout ce qui se trouve à l'intérieur afin qu'on puisse le réutiliser dans la vue. En l'occurrence, ce qui se trouve à l'intérieur est l'album ID. Le fait de l'écrire en toutes lettres nous permet de définir le paramètre qu'on souhaite passer à la vue. Ensuite, entre crochets, nous indiquons que nous attendons un ou plusieurs chiffres entre 0 et 9. Enfin, l'URL se finit par un slash. Ce motif nous permettra de capturer des URL qui seront de la forme /store/2 par exemple, ou /store/11. En fait, les motifs d'URL, ce sont simplement la forme générale d'une URL. Donc par exemple, on aurait pu faire /article /2017 /08 /16. Il s'agit d'un motif qu'on voit très régulièrement dans les sites de blog, dans les sites d'information, pour indiquer dans l'URL quelle a été la date de publication. Donc on va vérifier que tout fonctionne en supprimant ça, en sauvant, en relançant notre serveur et en naviguant à l'URL /store/2. Nous avons bien les détails de l'album, dont l'index est 2. La seconde manière de transmettre des informations à un serveur est via des paramètres qui seront dans une requête GET. Cela correspond à un champ de formulaire qui est envoyé par l'utilisateur. Prenons un exemple. Imaginons un utilisateur qui entre le mot Rosanna dans un formulaire de recherche et qui appuie sur Entrée. L'URL générée peut être de la forme suivante. Comme vous pouvez le constater, Rosanna est rattachée à Query et est séparée avec un égal. Je vous montre tout de suite comment ajouter cela dans notre application. Nous pourrions bien sûr créer une nouvelle route de la forme suivante. Commence par search, puis contient query égale et récupère uniquement la query qui est composée de lettres uniquement qui peuvent être en majuscule ou en minuscule. Mais vous vous en doutez, en fait, on aurait de nombreux soucis en faisant cela. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur entre plusieurs termes dans le formulaire, en générant une URL de la forme suivante? Dans ce cas-là, les caractères spéciaux à l'intérieur ne seront pas capturés. Et si l'utilisateur entre des chiffres, ils ne seront pas capturés non plus. Enfin, qu'est-ce qui se passe si l'URL ne contient aucune chaîne de caractères? Le schéma ne sera pas reconnu et l'erreur qui sera remontée ne sera pas une erreur correspondant à ce qui se passe réellement.
Donc afin d'éviter tout ça, on ne va pas spécifier ces paramètres dans le schéma attendu, mais à l'inverse, on va les récupérer dans la vue. Donc on va retourner dans les vues et on va commencer par définir une nouvelle vue, qui celle-ci s'appellera Search. Encore une fois, on va relier cette vue-là à un schéma d'URL, on sauve, et on revient aux vues. Alors il faut savoir que l'objet request, que nous passons ici en paramètre de notre fonction, est une instance de la classe WSGI request. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, en disant que le fichier WSGI gérait les réglages du serveur web. Cet objet a des propriétés vraiment intéressantes, notamment get, en majuscule, qui renvoie un dictionnaire contenant tous les arguments passés à l'URL. Par exemple, on peut faire tout à fait request.get et cela va nous renvoyer tous les paramètres passés dans la requête. Faisons une petite expérience pour explorer cet objet. Nous allons le capturer, le transformer en chaîne de caractères, puis aller récupérer uniquement ce qui concerne la query. Étant donné que c'est un dictionnaire, nous pouvons spécifier directement la clé. Enfin, nous allons construire un message et nous allons afficher tout cela dans la vue. Nous allons naviguer sur l'URL /store/search et passer la clé query et la valeur Lulu. Nous avons bien ici le paramètre Lulu qui apparaît et afin de voir le type qui est renvoyé par request.get, inspectez l'élément et regardez, il s'agit du type queryDict et nous voyons ici que nous avons bien une clé query. Ce n'est pas tout à fait un dictionnaire, mais ça y ressemble. L'essentiel est qu'on peut utiliser des clés et retrouver les valeurs de ces clés. Nous n'avons plus maintenant qu'à l'utiliser pour trouver l'artiste qui correspond à la requête dans le dictionnaire. Revenons à nos vues et on va supprimer tout ça pour le remplacer par tout ceci. Donc je commence déjà par récupérer l'information qui est demandée par l'utilisateur. Si la requête est vide, dans ce cas-là, je dis qu'aucun artiste n'est demandé. Si la requête n'est pas vide, dans ce cas-là, je construis une nouvelle liste dans laquelle je vais itérer sur les albums et aller trouver l'album correspondant grâce à la clé. Ensuite, si aucun album n'est trouvé, dans ce cas-là, j'affiche un petit message expliquant qu'aucun résultat n'a été trouvé. Sinon, je vais construire la réponse. Nous pouvons tester cette vue à travers plusieurs URL. Donc, essayons par exemple avec la requête Ghost. Effectivement, aucun de mes albums n'a été écrit par Ghost. Essayons maintenant avec Rosanna. J'ai bien un album qui a été composé par Rosanna. Ensuite, si je ne passe absolument aucun paramètre dans ma recherche, j'ai bien le message indiquant qu'aucun artiste n'a été demandé. À ce stade, vous vous rendez compte de plusieurs limites dans notre application. Déjà, il est extrêmement fastidieux de chercher des informations dans notre dictionnaire. Personnellement, j'ai l'impression de chercher une aiguille dans une meule de foin. L'ajout des artistes est également assez long et rend notre code extrêmement répétitif. Ce n'est pas un bon point et en général, c'est un signal d'alarme. En plus, notre page HTML pour l'instant n'inclut que des éléments extrêmement limités. Vous le voyez, nous n'avons pas de feuille de style, nous n'avons pas de JavaScript et ça va devenir vraiment compliqué au fur et à mesure. Django a évidemment pensé à tous ces problèmes et vous apporte la solution. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment remplacer les constantes de models.py pour utiliser l'ORM de Django. À tout de suite! Dans la partie précédente, vous avez appris les bases de l'architecture modèle vue template. Vous avez également créé les 4 vues principales de votre application. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur les modèles et sur l'interaction entre votre application et la base de données. D'ailleurs, avant de créer une base de données,
j'aime bien dessiner un diagramme SQL qui me permet de garder en tête l'architecture de la base. Avant de regarder mon propre diagramme SQL, prenez le temps de le dessiner. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez les notes associées à cette vidéo. Un diagramme SQL représente les différentes tables d'une base de données ainsi que les relations les unes avec les autres. Dans Django, une table sera représentée par un modèle. Si vous regardez mon diagramme SQL, vous verrez que nous pouvons avoir 4 modèles. Le premier, artiste, va représenter tous les artistes. Le second, contact, représentera les clients qui déposeront une demande de réservation. Le troisième, le modèle album, va représenter un CD. Et le quatrième modèle, le modèle booking, représentera les réservations. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi la table album artiste n'est pas représentée par un modèle? Tout simplement car cette table n'existe que parce qu'il y a une relation plusieurs à plusieurs entre un artiste et un album. Pour en savoir plus, regardez les notes associées à cette vidéo. En attendant, c'est parti pour la création de notre premier modèle. Nous allons commencer par la table artiste. En regardant le diagramme, nous voyons que cette table ne contient qu'un seul champ, name. Donc elle ne sera pas très longue à créer et c'est plutôt une bonne nouvelle. Avant de continuer, on va mettre à jour les vues afin de ne plus en importer les modèles. En effet, nous allons faire de grands changements dans les modèles et je ne veux pas que ça perturbe nos vues. Donc commentez simplement cette ligne. Puis dans les modèles, nous allons remplacer l'intégralité de nos dictionnaires par une nouvelle classe. La classe s'appelle artiste et hérite de modèle. Afin de permettre l'héritage, décommentez from django.db import models. En fait, c'est cet héritage qui crée le lien entre la représentation d'une table en Python et la table en elle-même en SQL. Puis définissez un premier attribut de classe. Cet attribut de classe correspondra à la colonne name que nous avons dans notre diagramme. Le nom de la classe représente le nom de la table correspondante dans la base de données. Chaque attribut de classe représente un nouveau champ de cette table. Dans cet exemple, j'ai indiqué que la table artiste allait avoir une première colonne dont le nom était name. En paramètres, j'ai indiqué que la longueur maximum autorisée était de 200 caractères et que sa valeur devait être unique. À savoir également que l'ORM préfixe le nom de toutes les tables par celui de l'application auquel le modèle appartient. Ça permet d'éviter les conflits entre les tables qui appartiendraient à deux applications différentes mais qui porteraient le même nom. Par exemple, dans notre cas, la table qui sera créée dans la base de données portera le nom store _ artist, car le nom de l'application est store et que le nom de la table est artiste. Vous remarquerez également que je n'ai pas indiqué l'identifiant. Pourquoi? Tout simplement car il n'est pas nécessaire de le faire. Django ajoute par défaut à la création d'une table un identifiant unique qui est un entier. Par exemple, voici la requête SQL qui va être générée lorsque vous créez un nouveau modèle artiste. Comme vous pouvez le voir, l'ID est bien inclus. Notre modèle artiste est prêt. Dans le prochain chapitre, nous ajouterons les 3 modèles restants ainsi que les relations entre les tables. À tout de suite! Dans le chapitre précédent, vous avez appris à créer votre premier modèle. Bravo! Dans ce chapitre, vous allez créer les 3 suivants et vous allez également apprendre à relier les tables les unes aux autres. Commençons tout de suite par intégrer les 3 modèles manquants. Commençons par la table contact. Nous définissons une nouvelle classe qui s'appelle contact et qui contient 2 champs, le premier pour l'email et l'autre pour le nom de la personne. Pour faire ça, les modèles de Django possèdent 2 classes qui sont très utiles, email field et char field. À savoir que ces 2 champs seront stockés exactement de la même manière dans la base de données, c'est-à-dire en tant que varchar, donc chaîne de caractères variable.
Néanmoins, le fait d'utiliser ces deux classes vous sera très utile lorsque vous créerez le formulaire de contact. Ensuite, passons au modèle album et définissons une nouvelle classe. Un album a 5 colonnes, une référence, la date de création, s'il est disponible ou pas, un titre et une photo. La référence doit être un entier, c'est pourquoi j'utilise la classe integerField. J'indique également à travers le paramètre null égale true que ce champ est optionnel puisque le disquaire peut choisir de le laisser vide. Ensuite, j'utilise la classe dateTimeField pour indiquer la date et l'heure de création de l'album. Le paramètre AutoNowAdd égale true assigne automatiquement la valeur du champ à la date du jour et de l'heure du premier enregistrement de l'objet. Cela nous permet de ne pas avoir à le faire ultérieurement. Ensuite, l'attribut Available permet de savoir si un album est disponible ou pas. Et remarquez également que j'ai mis une valeur par défaut à True. Pourquoi? Car nous voulons que tout nouvel album qui soit créé dans la base de données soit déclaré comme disponible. Étant donné que nous allons effectuer des recherches en utilisant ce filtre, il est très important qu'une valeur par défaut soit donnée. Enfin, l'image sera en fait un lien vers une image externe. Donc le disquaire va mettre le lien vers une image qui est enregistrée ailleurs, pas dans notre site. Il s'agit donc d'un type URL et j'ai utilisé la classe URLField. Passons maintenant au dernier modèle, les réservations. Une réservation ne contient que deux champs, la date de création et un booléen qui indique si la réservation a été traitée ou pas. Remarquez également que j'ai de nouveau indiqué une valeur par défaut au champ Contacted. Bien, vous avez tous les modèles qu'il vous faut. Passons maintenant aux relations entre les modèles, donc entre les tables. Avant de continuer, sachez qu'il est vraiment primordial que vous soyez à l'aise avec les concepts de clés étrangères et de clés primaires. Si ce n'est pas le cas, regardez le cours de Loïc Guibert que je vous ai mis en lien de cette vidéo. Dans le chapitre précédent, je vous ai expliqué que l'ID était ajouté par défaut lors de la création de toute table. Par exemple, voici la requête SQL qui sera générée lors de la création de la table Artist avec une colonne Name. Comme vous pouvez le constater, le champ ID est prévu par défaut et ce qui est également très intéressant, c'est que ce champ ID est la clé primaire par défaut. Vous n'avez donc pas besoin de l'indiquer. Nous allons utiliser l'ORM de Django pour générer les relations entre les tables. Django contient plusieurs méthodes selon que vous voulez créer une relation 1 à 1, plusieurs à plusieurs ou 1 à plusieurs. Pour rappel, une relation 1 à 1 concerne un objet qui appartient à un autre objet et cet autre objet ne peut appartenir lui-même qu'à un seul objet. Dans notre projet, un album appartient à une réservation et une réservation ne peut avoir qu'un seul album. Une relation 1 à plusieurs suppose qu'un objet appartient à un autre objet et que cet autre objet peut avoir d'autres objets. Par exemple, dans notre projet, un contact peut avoir plusieurs réservations. Par contre, une réservation n'appartient qu'à un seul contact. Enfin, les relations plusieurs à plusieurs supposent qu'un objet peut appartenir à d'autres objets et que ces autres objets peuvent eux-mêmes appartenir à d'autres objets. Concrètement, un album peut avoir plusieurs artistes et un artiste peut avoir plusieurs albums. Allez, c'est parti! On va utiliser Django pour créer la relation entre un contact et une réservation. C'est parti! Les relations se déclarent dans la classe qui contient la clé étrangère. Dans le cas de la relation 1 à plusieurs entre une réservation et un contact, nous allons donc nous placer dans la classe Booking et ajouter un nouvel attribut qui s'appelle Contact et nous allons utiliser la classe ForeignKey, lui passer en attribut la classe du modèle allié et également onDelete égale models.cascade. Ce dernier paramètre supprime toutes les réservations faites par un contact si ce dernier est supprimé.
À l'inverse, si une réservation est supprimée, ça ne supprime pas le contact. Passons maintenant à la relation 1 à 1, à travers la liaison entre une réservation et un album. Afin de déclarer une relation 1 à 1, vous vous remettez toujours dans le modèle qui contient la clé étrangère, puis vous allez déclarer un nouvel attribut de classe et utiliser cette fois-ci la classe one-to-one field. Encore une fois, vous passez en paramètre le nom du modèle dont la table sera alliée. Enfin, dans le cas d'une relation plusieurs à plusieurs, comme c'est le cas entre un album et un artiste, nous allons utiliser la classe many-to-many field. Donc, nous allons nous mettre dans la classe album, définir de nouveau un nouvel attribut de classe. Le paramètre que j'ai ajouté relatedName permet d'indiquer le nom à utiliser pour la relation inverse depuis l'objet lié vers celui-ci. Donc en fait, ce sera le nom utilisé lorsque nous voudrons connaître tous les albums d'un artiste. C'est parfait. Nos modèles sont faits, les relations sont configurées, il ne manque plus qu'à créer les tables. Nous voyons ça au prochain chapitre. Dans le chapitre précédent, vous avez appris à configurer les modèles et les relations entre les différentes tables. Pourtant, pour l'instant, les tables n'existent pas encore. Dans ce chapitre, vous allez apprendre à créer des migrations. Une migration est un fichier contenant des instructions modifiant la structure d'une base de données. Je vous montre un exemple. Voici par exemple une migration qui crée la table Store Artist avec le champ ID et le champ Name. Vous pouvez créer un fichier de migration de 0 à la main ou bien demander à Django de le générer pour vous. En choisissant cette option-là, vous allez demander à Django d'effectuer une comparaison entre la structure actuelle de la base de données et sa représentation dans les modèles. Si Django voit une différence entre les deux, il va créer un fichier dans le dossier migration qui va contenir les modifications à apporter. Quand ce fichier-là est créé, vous devez exécuter les migrations. Django va alors lire le fichier à exécuter et exécuter les instructions. À savoir qu'il est assez rare de créer un fichier de migration à la main. Souvent, nous allons utiliser le générateur de Django et relire les fichiers avec attention. Ça permet de bien vérifier que la migration qui va être réalisée fera bien les opérations qu'on souhaite. Alors vous pourriez bien sûr vous dire à quoi ça sert d'ajouter cette étape supplémentaire? Ce serait quand même tellement simple de répercuter tout de suite tous les changements en base. Alors oui, effectivement, ce serait super simple, mais ce serait également très dangereux. Imaginez qu'un nouveau modèle entre en conflit avec ceux qui existent déjà. Sans les migrations, les changements vont être répercutés tout de suite, sans aucun filet de sécurité, et engendrer des erreurs dans la base de données. On dit alors que la base de données est dans un état corrompu, et il faut très vite revenir en arrière. Si vous avez déjà pensé à faire une sauvegarde, tant mieux, vous pouvez sauver les meubles. Mais si c'est pas le cas, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Alors que si vous avez une migration, lorsque Django va l'exécuter, s'il y a une erreur, il va simplement revenir en arrière et ne pas répercuter ces changements-là dans la base de données. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Vous pouvez visualiser les migrations un peu comme étant un historique de toutes les modifications structurelles effectuées sur votre base de données. C'est un peu le Git des bases de données. Comment générer des migrations automatiquement? Vous allez juste taper la commande manage.py make migrations. Ici, Django nous indique qu'il a créé un nouveau fichier de migration qui s'appelle initial.py et qui va contenir plusieurs actions. Il va créer le modèle album, le modèle artiste, le modèle booking, le modèle contact et ajouter également des champs supplémentaires au booking et à l'album. Ces champs supplémentaires sont les liaisons effectuées entre chaque table. Prenez 5 minutes pour ouvrir le fichier de migration et le lire pour voir ce qu'il va générer. Ensuite, lorsque vous voudrez exécuter les migrations,
revenez dans votre console et tapez la commande manage.py, mais cette fois-ci migrate. Django ici nous informe que la migration 001 initiale s'est bien déroulée et que nous pouvons continuer. Alors je vous propose de vérifier que les tables ont bien été créées en rentrant dans la console de Postgre. Plutôt que de rentrer dans la console de Postgre au niveau de toutes les bases de données, je vous propose de rentrer directement dans la base de données disquaire. Afin de visualiser que les tables ont bien été créées, nous tapons la commande dt. Cela liste toutes les tables. Comme vous pouvez le constater, elles ont bien été créées. Pour information, vous pouvez également utiliser la commande d, puis le nom d'une table, par exemple store contact, pour visualiser tous les champs d'une seule table. Comme vous pouvez le voir, ma table contact contient la colonne ID, la colonne email et la colonne name avec des types qui vont être différents. Tapez la commande Q pour sortir de la console. En résumé, voici le cycle à suivre lorsque vous ajoutez un modèle ou que vous en modifiez un. Vous commencez par ouvrir le fichier models.py et à faire vos modifications. Puis, vous générez une nouvelle migration en entrant la commande manage.py make migrations. Vous lisez la migration pour être certain qu'elle correspond à ce que vous voulez faire, puis vous lancez la migration grâce à la commande manage.py migrate. Dans ce chapitre, vous avez vu comment créer des migrations, mais vous ne savez pas encore comment ajouter des informations dans les tables. Nous voyons ça dans le chapitre suivant. Dans le chapitre précédent, vous avez appris à créer des tables et ainsi à recevoir les informations. Pour l'instant, ces tables sont vides. Vous devez donc apprendre comment ajouter des informations dans ces tables. Actuellement, notre application ne contient aucun formulaire. Je vais donc vous montrer comment ajouter des informations directement via l'ORM et plus spécifiquement via la console interactive de Django. Elle vous donne accès à tout l'environnement du framework. Voici comment la lancer. Tapez la commande manage.py shell. Nous allons utiliser la console pour créer de nouveaux items dans la base de données. Toute interaction avec la base de données passant par les modèles, vous devez commencer par les importer afin de pouvoir interagir avec. Pour ajouter un artiste, créez simplement une instance de la classe artiste, puis exécutez la méthode save. Par exemple, Patrick égale artiste, le nom est Patrick Bruel, puis exécutez la méthode save. Pour modifier le nom de Patrick, vous pouvez utiliser son attribut name et l'assigner à une nouvelle chaîne de caractères. Puis, vous pouvez exécuter de nouveau la méthode save pour sauver l'attribut en base. Pour supprimer un élément, vous utilisez la méthode delete. Donc toujours sur l'objet. Pour information, vous pouvez également créer directement un objet en utilisant la méthode create. Cela vous évite de créer d'abord une instance, puis d'appeler la méthode save dessus. Par exemple, à noter que cette fois-ci, vous n'utilisez pas la méthode sur l'instance, mais sur objects. Comment retrouver un objet dans la base de données? Vous utilisez la méthode get. Avec le guillemet ouvrant, c'est mieux. Donc maintenant, si j'appelle Francis, j'ai bien l'objet qui a été trouvé dans la base de données. Maintenant, comment créer des objets qui sont liés à d'autres? Par exemple, comment créer un album
dont l'artiste est Francis Cabrel. Commencez par définir un album nouveau. Title égale Sarbacane. Voilà. Et cette fois-ci, sur l'instance de l'album, vous allez utiliser le nom de la table liée au pluriel, puisqu'il y a plusieurs artistes et que nous sommes dans une relation plusieurs à plusieurs. Enfin, vous utilisez la méthode add et en paramètres, vous indiquez le nom de l'instance alliée. Donc notre cas, Francis. Si à présent nous affichons les artistes de l'album, nous avons bien un objet qui est lié. Je vous ai déjà montré comment retrouver un objet dans la base de données grâce aux valeurs d'un de ses attributs. Mais il existe d'autres manières. Par exemple, si vous voulez renvoyer tous les items de la table artiste, vous pouvez utiliser la méthode all. L'ORM nous renvoie un objet de type querySet qui est comme une liste mais avec des méthodes supplémentaires. Vous pouvez également utiliser la méthode filter si vous voulez indiquer les valeurs d'un des attributs. Donc, par exemple, artist.object.filter name égale Francis Cabrel. À la différence de get, filter va renvoyer plusieurs items, là où get ne renvoyait qu'un seul item. Alors je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas très convaincue par la manière dont s'affichent les objets, que ce soit de type artiste ou de type album. En effet, nous n'avons aucune information sur les attributs. J'aimerais bien par exemple que ce soit le nom de l'artiste qui s'affiche et non artist object. Pour changer ça, rien de plus facile, nous pouvons modifier la méthode spéciale d'understr des classes pour contrôler l'affichage. Nous allons quitter la console, puis revenir à nos modèles et modifier le comportement de la méthode d'understr. Donc pour l'artiste, nous allons afficher le nom de l'artiste. Pour le contact, nous allons afficher le nom du contact. Pour l'album, cette fois-ci, nous allons indiquer le titre de l'album. Et enfin, pour la réservation, petite subtilité, nous n'allons pas indiquer le nom de la réservation, elle n'en a pas, mais nous allons plutôt indiquer le nom du contact qui a fait la réservation. Ce sera plus parlant, je trouve. On va maintenant redémarrer le shell, importer de nouveau les modèles et vérifier si ça a fonctionné. On va aller chercher de nouveau Francis Cabrel. Et ça a bien fonctionné. Prenez le temps d'ajouter quelques albums et quelques artistes pour continuer sereinement la suite de ce cours avec un premier jeu de données. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment utiliser l'ORM à l'intérieur des vues pour afficher les détails d'un album. À tout de suite! Dans le chapitre précédent, vous avez appris à utiliser des querySets dans la console interactive de Django. Dans ce chapitre, vous allez apprendre à les utiliser à l'intérieur des vues. Nous allons toutes les mettre à jour pour qu'elles affichent les informations qui sont dans votre base de données. C'est parti! Importez de nouveau les modèles nécessaires, mais cette fois-ci, ce ne sera plus une constante que nous importerons, mais des classes. Alors, commençons par la page d'accueil. La page d'accueil doit afficher tous les albums marqués comme étant disponibles. Nous avons vu dans le chapitre précédent comment récupérer tous les items en fonction de la valeur d'une des colonnes. Il s'agit de la méthode filter. Vous pouvez passer en paramètres le nom de l'attribut qui servira à filtrer les résultats. Utilisons-la dans l'index en indiquant album.objects.filter et le nom de la colonne, sachant que nous voulons uniquement les albums dont le contenu de l'attribut available est égal à true. Vous pouvez aller plus loin
et limiter le nombre d'albums renvoyés. En effet, pour l'instant, nous n'avons que quelques albums, mais imaginez, dans la vraie vie, le disquaire va mettre énormément d'albums disponibles. Nous devons donc filtrer les résultats. Pour cela, nous allons indiquer entre crochets 2.12, ce qui va renvoyer les 12 premiers résultats. Vous devez également indiquer quels vont être les résultats qui seront en premier et ceux qui seront en dernier. Donc en fait, la méthode de tri. Nous allons indiquer que nous voulons trier par date de création. Donc, en utilisant la méthode order by et en indiquant created at. Si vous laissez comme ça, cela va renvoyer en premier les albums qui auront été créés en premier. Donc c'est un peu dommage. Pour inverser la tendance, vous rajoutez simplement un moins devant. Assignons cette requête à une variable album, puis changeons le contenu du message. Je me suis juste basée sur ce que je vous ai déjà montré, sauf qu'au lieu d'utiliser des clés, maintenant j'utilise l'attribut. Allez, on va tester voir ce que ça donne. Nous relançons le serveur. Naviguons de nouveau dans la page d'accueil. En effet, il y a une erreur. Je suis sûre que vous avez deviné pourquoi. Tout simplement car j'ai oublié de mettre des guillemets. Voilà. Je sauve de nouveau. Je relance. Et j'ai bien la liste de mes albums qui apparaît en page d'accueil. C'est un premier grand pas, mais le travail n'est pas terminé. Nous devons passer maintenant à la page qui affiche la liste de tous nos albums. Ça va être assez similaire à ce qu'on a fait. En fait, nous pouvons partir de la même requête, sauf que nous n'allons pas limiter le nombre d'albums renvoyés et que nous n'allons pas non plus prioriser leur ordre d'affichage. Nous allons simplement filtrer par disponibilité. Ensuite, au niveau du formatage, nous allons reprendre exactement la même chose. Puis au niveau du message, en faire de même. Vérifions ce que ça donne en naviguant sur /store et nous avons bien tous nos albums qui apparaissent. D'ailleurs, vous voyez qu'il y en a 2 de plus par rapport à la page d'accueil. Allez, on avance bien, on va passer maintenant à la page de détail d'un album. L'ORM vous permet d'utiliser la méthode get pour renvoyer un seul item qui correspond à ce qui est passé en paramètres. L'URL ici va nous renvoyer l'identifiant de l'album, donc c'est parfait. Nous pouvons donc aller chercher dans la base de données l'album dont l'identifiant correspond à ce qui est passé dans l'URL. Pour cela, vous pouvez utiliser la requête suivante, album égale album.objects.get et cette fois-ci passer la clé primaire. La clé primaire étant l'album ID. Ensuite, ça, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Par contre, nous avons besoin de retrouver les artistes de l'album. Souvenez-vous, nous l'avons vu dans le chapitre consacré à l'ORM. Nous pouvons utiliser la requête suivante, album.artist, et demander à tous les renvoyer. Nous allons associer ce résultat à la variable artiste, et nous pouvons même l'insérer dans une compréhension de liste plutôt sympa. Cette fois-ci, nous allons renvoyer le titre de l'album ainsi que les artistes. Allez, on va tester si ça fonctionne. On va demander le deuxième et ça fonctionne bien. Passons maintenant à la toute dernière page qui est la page de recherche. On va commencer par changer un premier détail. On va se dire, si la requête est vide, dans ce cas-là, plutôt que de renvoyer un message, nous allons renvoyer tous les albums qui existent. Nous tapons la requête album.objects.all. Intéressons-nous maintenant aux lignes suivantes. Comment pouvons-nous les remplacer? Si la requête est présente, dans ce cas-là, l'item est renvoyé, sinon l'item est rejeté. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous utilisez un filtre. Nous pouvons donc remplacer toutes ces lignes-là par un filtre sur les albums. Cette fois-ci, nous allons filtrer sur la colonne Title et nous allons dire qu'elle doit contenir la requête. Nous pouvons d'ailleurs affiner cela. Django va filtrer en cherchant une correspondance exacte entre la requête et le titre de l'album.
Ça veut dire que si l'utilisateur entre une partie du titre, aucun résultat ne sera trouvé. Pour éviter ce souci, ajoutez 2 tirets du bas, puis contains à la suite de l'attribut qui sert à filtrer les résultats. Ainsi, vous êtes sûr que la requête sera contenue dans le titre, mais qu'il n'y aura pas une correspondance exacte. Contains sera néanmoins sensible à la casse, c'est-à-dire que si l'utilisateur entre un titre avec une majuscule, mais que ce titre est enregistré en base de données sans majuscule, il n'y aura toujours pas de correspondance. Pour éviter cela, ajoutez un i au début. L'ORM de Django est très puissant et vous offre plusieurs autres possibilités pour filtrer les résultats de recherche. Je vous invite fortement à regarder la documentation que j'ai mise en lien de cette vidéo. Alors à présent, intéressons-nous au reste de la méthode. L'objet renvoyé par album est un query set, ça nous l'avons vu. Étant donné qu'un query set se comporte à peu près de la même manière qu'une liste, vous vous dites certainement, nous pouvons garder la méthode len sur les albums. Le problème, c'est que cela va générer une seconde requête SQL tout à fait inutile, puisque vous avez déjà les résultats. Utilisez plutôt la méthode exist, qui est faite exactement pour ça. Je vous montre. On peut faire if not albums.exist. Album.exist va renvoyer true ou false. True si effectivement il y a des items dans la query set, false s'il n'y a aucun item dans la query set. Allez, continuons, on a presque terminé. Donc on va aller plus loin et on va dire que si la recherche au niveau des albums n'a donné aucun résultat, on va chercher de nouveau, mais cette fois-ci dans la table artiste. Ça nous permettra d'afficher un formulaire de recherche qui trouve les albums à la fois par leur nom et aussi par le nom des artistes. Ok, donc on va remplacer le message et chercher cette fois-ci dans la table artiste. Le problème en faisant ça, c'est que ça va nous renvoyer des objets de type artiste et non pas de type album. Or, après, nous allons manipuler des objets de type album. Alors, comment faire? Nous pouvons toujours chercher dans la table album, mais cette fois-ci en utilisant la liaison. En indiquant en paramètre artiste 2-du-bas name, 2-du-bas iContains égale query, Django va faire la requête suivante. Il va aller chercher dans toutes les tables artistes les noms qui correspondent aux requêtes et il va renvoyer des objets de type album. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc s'il n'y a pas d'album, ça va aller chercher dans les artistes et s'il n'y a toujours pas d'album, dans ce cas-là, nous allons afficher un message. Misère de misère, nous n'avons trouvé aucun résultat. Voilà. Ensuite, nous pouvons continuer à manipuler ces données, sauf que cette fois-ci, nous ne manipulons plus un dictionnaire. Nous devons donc changer la manière de renvoyer les valeurs. Ça me paraît plutôt bien, nous pouvons sauver et tester si ça fonctionne. Lançons donc une nouvelle recherche. Search égale The Kinks. Effectivement, il n'y a aucun résultat. Nous n'avons pas d'album qui est enregistré uniquement avec The Kinks. Alors, essayons avec 98.6 et nous avons bien un album qui correspond à notre requête. Essayons à présent avec le nom d'un artiste, par exemple Cabrel, et nous avons également un résultat. Cette partie est terminée. La base de données fonctionne et vous êtes en mesure d'y effectuer des recherches. Il est temps d'enjoliver l'application en utilisant les gabarits. À tout de suite. Dans la partie précédente, vous avez appris à ajouter des modèles et à retrouver des informations provenant de la base de données. Dans cette partie, vous allez vous intéresser aux gabarits afin de faire ressembler votre site aux maquettes que vous a envoyé le disquaire. De mon côté, j'ai trouvé un thème qui correspondait parfaitement à ce que voulait notre disquaire. Je l'ai également un petit peu adapté. Prenez le temps de comparer ce thème-là avec les maquettes pour en voir les différences.
Je vous ai mis tout ça dans les notes associées à cette vidéo. Alors, quelle est la différence entre un thème et un gabarit? Un thème est un ensemble de fichiers qui ont pour objectif de changer l'apparence d'un contenu. Dans un site web, un thème est composé de plusieurs fichiers HTML, de feuilles de style et de JavaScript. On dit qu'un thème est statique car il ne va pas changer en fonction du contenu. Un gabarit est un fichier HTML qui peut interpréter des objets Python pour générer du HTML. Par exemple, imaginons que vous voulez afficher tous les titres de tous les albums dans une balise H2. En HTML pur, vous devrez répéter l'opération pour chaque album. Dans un gabarit, vous avez simplement à écrire la balise une fois, avec une variable à l'intérieur et une boucle. Ainsi, cela générera le HTML avec tous les titres. Lorsque nous souhaitons intégrer un thème dans une application Django, la première étape est d'analyser les différences entre le thème et les maquettes. Puis nous allons intégrer les fichiers statiques, donc les feuilles de style et le JavaScript, ainsi que des polices de caractères éventuellement ou des images. Puis la seconde étape sera d'adapter le HTML fourni par le thème pour l'intégrer dans nos templates. Nous allons commencer par la première étape et importer les fichiers statiques. Commencez par télécharger le thème que je vous ai mis dans les notes associées à cette vidéo, puis dézippez-le. Vous verrez à l'intérieur plusieurs dossiers: CSS, Fonts, HTML, IMG et JS. Comment intégrer les fichiers statiques dans l'application? Vous allez tout simplement créer le dossier statique à l'intérieur de l'application Store. Puis, de même que nous l'avons fait avec les templates, créer un autre dossier à l'intérieur de statique au même nom que l'application. Vous allez déplacer à l'intérieur tous les fichiers statiques. Commençons. Nous allons déplacer tous les dossiers sauf le HTML dans Store, Statique, Store et vous collez l'intégralité. Passons maintenant au gabarit. Par défaut, Django cherche les gabarits disponibles dans le dossier template de votre application. Pour rappel, nous l'avons déjà fait avant. Ce dossier existe déjà, mais pour l'instant, il est vide. Nous allons donc créer un nouveau document qui s'appellera index.html et que nous allons appeler dans la vue Dans un premier temps, histoire d'avoir du contenu, je vous propose de copier l'intégralité du HTML de notre thème et de le coller dans l'index.html. Nous verrons un petit peu plus tard comment adapter cela. Donc revenons au dossier téléchargé et dans HTML, éditer le fichier qui s'appelle index.html, copier l'intégralité et collez-le dans template store index.html. Voyons maintenant comment utiliser ce gabarit dans une vue. Donc revenons à views.py et à la fonction index. Après le message, nous allons utiliser le module loader de Django qui contient une méthode getTemplate qui va elle-même prendre un template en paramètre. Commençons par importer l'objet, puis dans la fonction index, indiquons que le template à utiliser est store/index.html. Puis, au lieu de renvoyer un message, nous allons renvoyer le template avec la méthode render et passer en paramètre la requête. Nous pouvons donc supprimer le message. Nous sauvons, nous relançons le serveur et nous naviguons sur la page d'accueil pour vérifier que ça a fonctionné. Et nous avons bien le template qui a été appelé. Nous envoyons tout le HTML. Sauf que les styles sont cassés. Mais en fait, c'est tout à fait normal, puisque la source n'est plus du tout la même. En effet, si vous éditez le gabarit index.html, vous verrez que la source correspond au fichier CSS. Or, actuellement, cette source est cassée.
Nous devons donc remplacer par les liens véritables de notre application Django. Supprimons les lignes et remplaçons-les par les suivantes. Load statique charge le module statique de Django. Il contient des balises de gabarit qui vont nous permettre de générer du contenu. Nous les verrons progressivement dans les chapitres suivants. La balise statique, elle, qui est la valeur de l'attribut href de la balise link, génère une URL vers le chemin passé en paramètres. Remplaçons également l'appel vers les fichiers JavaScript. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez une syntaxe qui est inhabituelle en HTML. Les accolades et les pourcentages. Tout ce qui se trouve entre les accolades et les pourcentages sera interprété en tant qu'objet Python et non pas en tant qu'objet HTML. Nous allons sauver l'index, puis recharger la page d'accueil. Et nous voyons que les styles sont bien chargés. Bien, les fichiers statiques sont bien chargés et notre première page index.html est créée. Néanmoins, un problème va apparaître assez rapidement. Nous allons, dans les prochains chapitres, créer de nouveaux templates et les associer à nos vues. Chaque template que nous allons créer va utiliser des portions de code qui seront communes à l'index.html que nous avons déjà. Le head sera commun, le footer sera commun, et d'autres parties également. La première solution est de copier-coller ce code. Néanmoins, vous vous en doutez, ça va poser un gros souci, car lorsque nous voudrons mettre à jour une partie du head, nous devrons le faire sur tous les templates. Quelle est la solution idéale? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Dans le chapitre précédent, vous avez créé votre premier gabarit. En conclusion, je vous ai expliqué qu'un problème allait arriver assez rapidement. En effet, lorsque nous allons créer des nouveaux templates et que nous allons les associer à nos vues, nous allons en fait récupérer le même contenu qu'index.html. Prenez 5 minutes pour analyser les maquettes que vous a envoyées le disquaire et déceler les parties qui se répètent. Pour ma part, j'en vois 4. Le head, le header, le footer et la partie centrale semi-opaque. Par contre, ce qui est à l'intérieur de la partie centrale sera amené à varier. Alors comment faire pour éviter de faire du copier-coller abusif? Nous allons créer un nouveau gabarit qui va être appelé dans tous les autres gabarits. En fait, ce sera un gabarit de base que nous allons utiliser dans d'autres gabarits. Analysez l'index.html et coupez tout le code qui va se répéter. Puis créez un nouveau document et collez-le à l'intérieur. Je vous invite à regarder ma solution dans les notes associées à cette vidéo. Nous allons le faire ensemble en screencast tout de suite. Mais avant, j'aimerais vous parler d'un concept essentiel dans les gabarits qui s'appelle l'héritage. Un gabarit enfant peut hériter d'un gabarit parent. De la même manière qu'en programmation orientée objet, une classe enfant peut hériter d'une classe parent. Alors il y a évidemment beaucoup de subtilités, mais l'idée est là. Vous aurez un gabarit parent qui contiendra toutes les parties à inclure dans les gabarits enfants. Le gabarit parent contient également des blocs qui seront adaptés par les gabarits enfants. Dans le gabarit enfant, vous allez noter les parties qui varieront dans le gabarit parent. Voyons tout de suite comment créer le gabarit parent et comment l'appeler dans un gabarit enfant. Commençons par créer un nouveau template qui va s'appeler base.html et qui sera donc dans le dossier template et dans le dossier store. Puis, regardez dans les notes associées à cette vidéo. Je vous ai mis un lien vers une branche de GitHub. Dans cette branche, j'ai mis tout le contenu HTML qui se répète et que nous allons intégrer dans base.html. Vous pouvez également faire l'exercice chez vous sans regarder ce que j'ai fait. Donc, je vais aller copier l'intégralité et aller coller ceci dans base.html. À présent, comment appeler base.html dans index.html?
nous allons supprimer tout le contenu et simplement utiliser la balise extends et passer le chemin vers le template à importer, en l'occurrence store/base.html. Sauvez le fichier, puis relancez le serveur. Et ça a bien fonctionné. Nous avons bien le template base.html qui apparaît à travers le template index.html. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien uniquement les zones qui se répètent, le head, le header, le footer et la zone centrale. À présent, réfléchissons à la manière d'ajouter des éléments qui vont varier. Donc pour commencer, affichons la liste des derniers albums ajoutés dans le catalogue. Pour indiquer qu'un contenu va varier, nous allons devoir le faire en 2 étapes. La première, c'est dans le gabarit parent. Nous allons notifier que certaines zones peuvent être remplies par l'enfant. Puis, dans le gabarit enfant, nous allons noter les informations à utiliser par le gabarit parent aux endroits souhaités. Les parties personnalisables du gabarit parent peuvent être vues comme des zones optionnelles que vous choisissez d'utiliser ou pas dans le gabarit enfant. Donc revenons au gabarit parent et indiquons qu'une zone peut être amenée à varier. En l'occurrence, à l'intérieur de notre container, nous allons créer un nouveau bloc que nous allons appeler Content. Puis, fermez-le tout de suite. Le nom de ce bloc peut varier, mais il est très important car il vous permettra de l'identifier dans le gabarit enfant. À présent, pour l'inclure dans le gabarit enfant, vous allez utiliser la même méthode, donc bloc, le nom du bloc que vous avez mis dans le gabarit parent, mais cette fois-ci, vous n'allez pas fermer le bloc tout de suite. Vous allez insérer du contenu à l'intérieur. Rechargeons la page pour voir si ça a fonctionné. Et ça a bien fonctionné, j'ai bien mon message qui apparaît ici. Parfait, nous verrons un peu plus tard dans ce chapitre comment passer des valeurs de la vue au gabarit. Une autre partie de nos gabarits sera amenée à se répéter. La liste des albums. En effet, nous avons plusieurs pages qui affichent une liste. La page d'accueil, la page des résultats de recherche, ainsi que la page qui affiche tous les disques. Nous allons cette fois-ci voir comment inclure un gabarit dans un autre, grâce à la balise include. Je vous montre. Arrêtez le serveur, puis créez un nouveau gabarit, que vous allez appeler list.html. À l'intérieur, mettez le texte de votre choix. Moi, je vais mettre juste une chaîne de caractères. Sauvez, puis revenez dans index.html pour y inclure le gabarit que nous venons juste de créer. Pour cela, utilisez la balise include à l'endroit où vous voulez inclure le template, puis indiquez de quel template il s'agit. Et ça a bien fonctionné, j'ai bien les 2 chaînes de caractères qui s'affichent. Que manque-t-il de vraies données? Voyons tout de suite comment passer des variables à un gabarit à partir de la vue. Alors revenons à nos vues. Comment passer des albums à un gabarit? Nous allons utiliser la méthode render qui prend en premier paramètre un dictionnaire de variables à utiliser dans le gabarit. Nous pouvons donc écrire et passer ainsi les albums en paramètres. À savoir que ces variables sont ajoutées au contexte d'un gabarit. Donc autrement dit, elles sont ajoutées aux objets Python qu'on peut utiliser dans un gabarit. C'est pourquoi la convention veut que ce dictionnaire se nomme contexte. On va donc créer la variable et lui assigner le dictionnaire. On va passer la variable contexte en premier paramètre de notre méthode render. Allez, maintenant voyons comment afficher ces variables dans notre template. Jusqu'à maintenant, vous connaissez la notation accolade, pourcentage, pourcentage, accolade, avec le nom de la balise au milieu. Ceci exécute la fonction indiquée à l'intérieur. Par exemple, si vous voulez utiliser une boucle for, vous pouvez tout à fait écrire la chose suivante. For title in, le nom d'une variable,
on met une première balise LI, puis on finit la boucle for. Pensez bien à indiquer au début et à la fin les pourcentages. Ici, la boucle sera exécutée, mais aucune variable ne sera affichée. Pourquoi? Car nous lui demandons d'itérer, mais non pas d'afficher du contenu. Afin de lui demander d'afficher du contenu, vous allez utiliser 2 accolades ouvrantes et 2 accolades fermantes, puis à l'intérieur, le nom de la variable à afficher. Par exemple, si nous voulons afficher tous les albums de notre liste, nous pouvons itérer sur la variable albums. Affiche le titre de l'album. Sauvons et relançons. J'ai bien tous les albums qui apparaissent. Voyons à présent comment utiliser le thème de base pour l'adapter à notre besoin. Le thème de base inclut des colonnes que nous pouvons reprendre. Nous pouvons ainsi écrire Ceci va créer une nouvelle colonne qui fera un tiers de la page et dont le contenu sera également centré. Ensuite, nous allons ajouter une image. La classe sera img responsive et la source, l'attribut picture de l'album. Enfin, en texte alternatif, nous allons mettre le titre de l'album. Nous allons englober cette image également dans un lien pour que l'utilisateur puisse cliquer dessus assez facilement. Nous verrons plus tard comment ajouter ce lien. Puis sous l'image, nous allons utiliser une balise H3 pour afficher le titre de l'album et nous allons également y mettre un lien. Enfin, nous allons afficher tous les artistes de l'album. Nous allons pour cela utiliser de nouveau une boucle for. Mais cette fois-ci, nous allons nous aider des relations. Fermons la boucle for. Sauvons, relançons. Ça fonctionne bien. Alors, supprimons la liste. Parfait. Supprimons également la balise UL. Voilà. Et un petit problème apparaît. Il semblerait que nos colonnes ne soient pas très bien prises en compte. Alors ce souci est tout à fait normal. Si vous regardez la documentation de Bootstrap, vous verrez que vous devez intégrer une nouvelle div avec une classe clearFix à la fin des 3 colonnes. Donc une fois que les colonnes occupent 100% de l'espace, vous devez insérer une nouvelle div qui va vraiment faire la séparation entre ces colonnes et celles qui suivent. Dans notre cas, nous avons des colonnes qui sont générées automatiquement. Donc en fait, nous devons générer une nouvelle div tous les 3 tours de boucle. Nous pourrions bien sûr faire un compteur dans le gabarit, mais nous allons plutôt utiliser le compteur fourni par le moteur de gabarit de Django. Je vous montre. Commençons par créer la div souhaitée. Insérons-la dans une structure conditionnelle. Puis utilisons la balise for loop counter. Elle compte chaque tour de boucle. Nous allons ensuite utiliser un filtre de gabarit en utilisant un pipe, puis divisible by 2.3. Afin d'en savoir plus sur les filtres de balises de gabarit, je vous invite fortement à lire la documentation de Django que je vous ai mise dans les notes associées à cette vidéo. Bien, sauvons et relançons. Et tout s'affiche désormais comme nous le souhaitions. C'est terminé. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez comment ajouter des informations essentielles dans les gabarits, comme par exemple, comment faire pour afficher un lien vers la page de détail d'un album. À tout de suite.
Dans le chapitre précédent, vous avez appris à inclure des gabarits dans d'autres et à les organiser. Dans ce chapitre, nous nous intéressons un peu plus aux détails d'un gabarit et à la manière de générer du HTML à partir de Python. Dans un gabarit, je vous l'ai dit, vous pouvez générer du HTML. Nous utilisons pour cela des balises de gabarit. Alors, il n'y a pas de magie, ce sont simplement des fonctions définies au préalable par Django pour vous faciliter la vie. Par exemple, une de ces balises permet de créer un lien vers une autre vue. Comment allons-nous utiliser cette balise? Nous allons générer un lien sur une image d'un album pour que quand l'utilisateur clique sur l'album, il arrive sur la page de détail. Comment faire? Je vous montre. Pour rappel, la vue détail est liée au schéma d'URL qui s'affiche juste ici. Donc par exemple, /store/2 affichera l'album dont l'identifiant est 2. Alors vous pourriez bien sûr générer l'URL en reprenant ce même schéma. Donc par exemple en écrivant store/ puis en passant l'identifiant de l'album. Mais ce n'est pas du tout quelque chose que je vous conseille. Pourquoi? Parce que vous êtes dépendant de votre schéma d'URL. En effet, qu'est-ce qui se passe si vous devez changer votre schéma d'URL? Par exemple, si vous devez renommer store en shop. Vous mettrez à jour le fichier d'URL et vous oublierez évidemment de changer les gabarits. Alors tous les liens seront cassés et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que je vous souhaite. Et donc pour éviter cette catastrophe, nous allons utiliser la balise de gabarit URL. Supprimons tout cela, puis utilisons la balise URL. Petite subtilité, elle va prendre en paramètre le nom de la vue. Qu'est-ce que le nom de la vue? Ça va être la chaîne de caractères que vous allez utiliser pour identifier une vue. Donc, revenez à url.py et ajoutez le paramètre name. Continuez ainsi à renseigner le nom de chacune de vos URL. Puis revenez à la balise URL et indiquez maintenant le nom de l'URL. Si vous sauvez et que vous essayez d'afficher la page, vous verrez que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Car il manque un détail essentiel pour construire l'URL, c'est l'identifiant de l'album. Indiquez-le. Donc nous reprenons ici ce que nous avons indiqué dans le schéma d'URL. Je vais copier cette ligne, la coller dans le second lien, sauver, relancer, et ça fonctionne bien. Nous avons effectivement la page de détail qui s'affiche quand nous cliquons sur le lien. Bien, nos URL sont générées, mais maintenant j'aimerais vous parler d'un autre concept qui va nous être utile pour la suite de ce cours. Actuellement, notre projet ne contient qu'une seule application. Mais vous le savez, la plupart des projets Django sont organisés autour de plusieurs applications. Imaginons que nous avons deux applications qui contiennent deux URL qui portent exactement le même nom. Que se passe-t-il si, dans votre gabarit, vous faites référence aux URL d'une application avec ce nom-là? Comment Django fera-t-il la différence entre les deux? Eh bien, il ne le peut pas. Donc, comment faire pour vraiment différencier les URL de ces deux applications? Nous allons utiliser ce qu'on appelle un espace de nom, ou namespace en anglais. Un espace de nom va regrouper des URL autour d'un nom commun. Vous pouvez le visualiser comme une résidence qui contiendrait plusieurs bâtiments. Imaginons une résidence qui s'appelle les Coquelicots et qui contient 10 bâtiments. L'adresse d'un des habitants pourra être par exemple Claude Monet, 10 avenue des Nymphéas, résidence les Coquelicots, bâtiment 10. Vous avez ainsi bien la différence entre tous les bâtiments. Eh bien, un espace de nom, c'est exactement la même chose. Voyons tout de suite comment configurer ça. Cette fois-ci, ouvrez le fichier d'URL qui se trouve au niveau du projet et non pas celui qui se trouve dans l'application. Puis, utilisez le paramètre namespace dans la méthode include. Commencez par indiquer l'espace de nom, deux points et le nom de la vue.
C'est également le moment parfait pour mettre à jour la barre de navigation en ajoutant le lien vers la page qui liste tous les CD. Sauvons, relançons. Allez, tout fonctionne et c'est le moment de créer les gabarits manquants. Nous allons revenir à views.py pour passer en paramètres les éléments dont nous aurons besoin dans les gabarits. La page index est déjà faite, nous n'avons donc pas besoin de la modifier. Dans la page listing, nous allons ajouter un contexte tout à fait similaire, puisque nous n'avons besoin que des albums. Dans la page de détail, par contre, nous aurons besoin de plus d'éléments. Si vous reprenez les maquettes, vous verrez que nous aurons besoin du titre de l'album, du nom de tous les artistes, de l'identifiant de l'album, afin de pouvoir construire le formulaire de réservation, et enfin de l'image associée à l'album. Allez, construisons le contexte. Passons-le en paramètres et supprimons également le message dont nous n'avons plus du tout besoin, puisque nous allons utiliser le template. Évidemment, nous n'avons plus du tout besoin non plus des albums formatés. Puis, concernant la page de recherche, nous aurons simplement besoin d'un titre et de la liste des albums. Le titre pour l'instant n'existe pas, donc nous allons le créer tout de suite. Et enfin, indiquer que vous allez utiliser le contexte et non plus le message. Donc maintenant, en soi, nous devrions relier chaque vue au gabarit correspondant. Charger un gabarit, ajouter des variables et renvoyer une réponse HTTP sont des étapes si communes que Django fournit un raccourci, la méthode render. D'ailleurs, elle est importée par défaut dans les vues. Nous l'avions supprimée au chapitre 5 de la première partie. Donc nous allons de nouveau l'activer, supprimer HTTP response et loader, dont nous n'aurons plus du tout besoin. Le premier paramètre de la méthode render est l'objet request. Le second est le nom du template à associer. Et le troisième paramètre est le contexte. Nous allons en faire de même pour les autres vues. Puis nous allons créer les gabarits correspondant à chaque vue. Puis ajouter le contenu des gabarits. Je vais passer un peu vite sur le HTML que je vais mettre dans ces vues, car ça ne me semble pas être l'essentiel, et surtout car vous pouvez le consulter de vous-même sur le GitHub associé à ce chapitre. Pour la page qui liste tous les albums, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Je vous propose de passer en paramètres le contenu d'une variable et de mettre dans list.html une nouvelle variable pour afficher le titre de notre liste. Cela est fait grâce à with qui va vous permettre de renseigner les valeurs de certaines variables utilisées dans les gabarits inclus. Vous pouvez également mettre à jour l'index.html pour indiquer un titre et l'indiquer également dans la page de résultats. Puis je vais aller relancer le serveur pour vérifier que ça fonctionne. Parfait. Essayons maintenant la page de recherche. Étant donné que le formulaire n'est pas encore fonctionnel, je vais taper directement dans l'URL une recherche. Ça ne fonctionne pas, mais c'est tout à fait normal. Dans la vue, j'avais laissé une structure conditionnelle. Donc supprimez-la, tout simplement.
en entier. Cette vérification sera beaucoup plus pertinente à effectuer dans la vue. Pourquoi? Car on fournit un message à afficher dans la vue, mais en soi, cela n'a rien à voir avec de la logique d'interaction dans la base de données. Mettez à jour list.html pour y inclure une nouvelle structure conditionnelle. Nous allons utiliser de nouveau un filtre, mais cette fois-ci, nous allons utiliser le filtre lengthIs et nous allons lui dire 0. Donc si le nombre d'albums est égal à 0, dans ce cas-là, affichons un petit message dans une div. Si par contre il y a bien des albums, dans ce cas-là, affiche la boucle for. Parfait. Sauvons et affichons de nouveau la page et ça fonctionne bien. J'ai bien mon résultat de recherche pour le groupe them. Bravo! Toutes les vues sont prêtes. Toutes? Non, il en manque encore une page d'erreur. Voyons dans le chapitre suivant comment l'ajouter. Dans le chapitre précédent, nous sommes entrés dans le détail des gabarits en ajoutant des filtres et une structure conditionnelle. Dans ce chapitre, nous allons ajouter à notre projet une page 404. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Pour bien comprendre cette notion, nous devons reparler des requêtes HTTP et de la manière dont elles sont reçues et traitées par le serveur. Une requête HTTP envoyée à un serveur fait l'objet d'une réponse de la part de celui-ci. Il va aller traiter la demande et renvoyer une réponse en fonction de ce qu'il a trouvé. Les réponses renvoyées au client sont organisées autour de catégories qui sont représentées par des chiffres. Ces catégories vont de 100 à 500 et sont appelées des codes de statut. Si vous n'êtes pas familier avec cette notion, regardez les notes associées à cette vidéo. Nous allons commencer par le code de statut 500, qui indique qu'une erreur s'est produite au niveau du serveur. Voyons tout de suite comment afficher une page customisée dans notre application lorsqu'une erreur 500 est renvoyée. Commençons par ajouter une erreur délibérément dans notre code. Par exemple, dans la page de recherche, insérons une variable qui n'a pas encore été définie. Cette page d'erreur s'affiche uniquement car vous êtes en mode debug. Afin de customiser la page 500 qui s'affichera, nous devons désactiver ce mode debug. Pour cela, retournez dans les réglages généraux de votre application, donc dans le fichier settings.py, et indiquez que debug est égal à false. Afin que cela fonctionne, vous devez également indiquer une adresse d'hôte valide. Nous en reparlerons plus tard dans ce cours. Pour l'instant, indiquez simplement 127.0.0.1, sauvez, relancez votre serveur, puis rechargez la page de recherche. Nous avons bien une erreur 500 qui apparaît cette fois. Il s'agit d'une page générée automatiquement par Django. Vous pouvez également voir le code de statut directement dans votre console à la fin de la requête. Donc vous voyez ici en bas, nous avons bien un code 500. Alors voyons comment créer une page qui sera customisée, donc qui sera vraiment aux couleurs de notre application. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'ajouter une nouvelle vue. Django cherche automatiquement dans les gabarits disponibles ceux qui portent les noms de certaines erreurs. 400.html, 403.html, 404.html et 500.html. Nous allons donc commencer par ajouter le gabarit 500.html. Petite subtilité, ne l'ajoutez pas dans template/store, mais à la racine de template. Puis nous allons indiquer un contenu. Relançons le serveur, puis rechargeons la page. Nous avons bien notre page d'erreur qui s'affiche. Chez vous, il se peut que les fichiers statiques ne se chargent plus. C'est tout à fait normal, pas de panique, on en reparlera à la fin de ce cours. Maintenant, passons à l'erreur 404. Une erreur 404 indique qu'un élément demandé n'a pas été trouvé. Nous pouvons l'utiliser pour améliorer la vue détail. En effet, que se passe-t-il si un album n'est pas trouvé,
Pour l'instant, une erreur 500 sera renvoyée. Par exemple, revenons à notre code et enlevons l'erreur serveur, puis nous allons faire une requête sur un album qui n'existe pas du tout. Nous allons demander par exemple l'album dont l'identifiant est 160. Nous avons bien notre page d'erreur qui s'affiche, et si nous regardons notre console, il y a bien une erreur 500 qui est levée. Or, nous ne voulons pas lever une erreur 500, nous voulons lever une erreur 404. Revenons donc à nos vues, et dans la vue Detail, nous allons remplacer cette requête par la méthode getObject_or404. Nous allons lui passer en paramètre le nom d'une classe et la clé première. Nous n'avons pas encore vu cette méthode. Que fait-elle? Qu'elle va aller chercher dans la base de données l'item qui correspond à ce qui est passé en paramètre. Si l'item n'est pas trouvé, elle va renvoyer une erreur 404. Mais si l'item est trouvé, elle va renvoyer ce dernier. Afin de l'utiliser correctement, vous devez également l'importer. Et à présent, rechargeons la page pour voir si ça a bien fonctionné. Et nous avons bien une autre erreur qui est renvoyée. Cette fois-ci, nous avons une erreur not found. Et si vous regardez votre console, vous verrez que cette fois-ci, nous avons bien une erreur 404. Créez un nouveau gabarit spécial erreur 404 en créant un nouveau fichier 404.html dans le dossier template. Puis indiquez du HTML à afficher, sauver, relancer le serveur et relancer la requête. Vous avez bien une page différente qui correspond à l'erreur 404 qui s'affiche. Tout fonctionne comme prévu. Il nous manque la fonctionnalité suivante qui est l'ajout d'un champ de recherche. Alors, quand on parle de recherche sur un site, souvent on imagine Google et des algorithmes ultra compliqués. Mais implémenter une recherche basique sur un site n'est pas si compliqué, surtout si vous utilisez Django. En fait, vous avez déjà implémenté la recherche. Regardez, la vue Search fait exactement cela. Simplement, jusqu'à maintenant, vous êtes passé par l'URL afin de faire de la recherche. Maintenant, nous allons créer un formulaire qui permettra de ne plus passer par l'URL. Créez un nouveau template spécialement pour le formulaire de recherche. Ainsi, vous pourrez l'utiliser à la fois dans les listes, mais également dans la page 500 et la page 404. Ouvrez-le et créez un nouveau formulaire. Le thème que nous avons utilisé se base sur Bootstrap. Regardez donc la documentation de Bootstrap pour connaître les classes à utiliser dans un formulaire. Puis regardez également les maquettes que vous a envoyées le disquaire. Donc voici ma proposition. Nous avons une première div qui utilise la classe DetaiSeparator qui fait partie du thème. À l'intérieur, nous créons un formulaire qui a une classe callMD6, ce qui lui permet de n'occuper que 50% de l'espace. Puis nous ajoutons à gauche un espace de 3 colonnes et nous centrons tout le texte. Enfin, le formulaire sera envoyé sur l'URL reliée à la vue Search avec une méthode get. Nous indiquons également que nous acceptons les accents et que le texte doit être encodé en UTF-8. À l'intérieur, nous avons un premier groupe de formulaires. Ceci nous permet de mettre un label relié à un champ input qui a la classe form_control. Allez, on va mettre à jour liste.html afin d'afficher le formulaire de recherche après le titre et avant la liste des albums. On sauve. On va relancer le serveur et on va afficher un résultat de recherche. Donc, par exemple, Supremes. Comme vous pouvez le remarquer, aucun résultat n'est trouvé. Si vous regardez de plus près, vous remarquerez qu'aucun paramètre query n'est présent dans l'URL. Pourquoi? Car j'ai délibérément omis d'ajouter un attribut essentiel dans mon formulaire et dans la balise input. Revenons que je vous montre. Dans la balise input, il manque l'attribut name. C'est la valeur de cet attribut qui sert à générer l'URL ensuite. Par exemple,
Disons que le nom est Lola Palooza. Revenons sur la page d'accueil et lançons de nouveau une recherche. Vous voyez dans l'URL que Lollapalooza désormais apparaît. Je vais donc revenir à mon formulaire de recherche, ne pas utiliser Lollapalooza, même si on aurait pu, et lui préférer le terme plus générique de query. Et notre recherche a bien fonctionné. Je vais pouvoir l'intégrer dans ma page 404 et dans ma page 500. Bien, nous avons une page 404, une page 500 et un formulaire de recherche. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez comment afficher la liste de tous les albums sur plusieurs pages et non pas sur une seule page. Plutôt pratique si on a quelque chose comme 1000 albums. À tout de suite. Dans ce chapitre, vous allez apprendre à ajouter la pagination dans l'application. Qu'est-ce que la pagination? C'est ce qui vous permet d'afficher une liste de résultats sur plusieurs pages. Par exemple, imaginons que nous avons 120 CD. Nous souhaitons en afficher 50 par page. Nous allons donc avoir 3 pages. Voyons tout de suite comment utiliser le module Paginator dans notre application. Encore une fois, Django nous est d'un fier secours. Nous n'avons pas besoin d'installer une librairie externe puisque Django contient un module qui fait justement de la pagination. Il s'appelle Paginator et nous allons l'importer juste maintenant. Donc allez dans vos vues, puis importez le module Paginator. Plus spécifiquement, importez la classe Paginator. Où allez-vous l'utiliser? Vous allez l'utiliser dans votre vue listing. Donc, je me mets dans la vue listing et je vais aller créer une instance de la classe Paginator. Le premier paramètre sera la liste d'objets à répartir entre plusieurs pages. Et le second paramètre est le nombre d'items par page. Donc dans notre cas, c'est album. Nous pouvons d'ailleurs renommer album en album list, ce sera un peu plus parlant. Puis le deuxième paramètre sera le nombre d'items par page. Dans notre cas, on va dire qu'on veut 9 items par page. Comment Paginator connaît la page sur laquelle l'utilisateur est? Tout simplement, il ajoute dans l'URL un nouveau paramètre contenant le numéro de la page. Dans notre vue listing, nous devons donc récupérer ce numéro pour que Paginator sache quels éléments renvoyer. Puis nous allons créer les albums. Et nous n'avons pas besoin de modifier notre contexte. Ajoutons à présent quelques exceptions. Étant donné que le numéro de page est dans l'URL, des erreurs sont super vite arrivées. Nous allons donc ajouter 2 exceptions. La première sera renvoyée par Paginator si le numéro de page n'est pas un entier. Donc dans ce cas, nous allons dire de renvoyer la première page. La deuxième exception que nous allons rajouter est empty page. Elle est renvoyée si le numéro de page qui est donné se trouve en dehors de la liste. Donc par exemple, si nous sommes censés avoir 4 pages et que le numéro est 5. Allez, c'est parti. Donc nous utilisons un bloc try-except très classique. En premier, si tout se passe bien, nous assignons la page récupérée dans les paramètres à la variable album. Si ce numéro de page n'est pas un entier, dans ce cas-là, nous lui disons de renvoyer les items correspondant à la première page. Et enfin, si le numéro de page est complètement en dehors de la liste, nous lui demandons de renvoyer les items correspondant à la dernière page. Ok, maintenant il est temps de tester. Et nous avons bien 9 CD qui apparaissent. Mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant, nous n'avons aucun moyen de naviguer facilement entre les différentes pages des albums. Ajoutons une navigation à la fin de la page. Allez dans le gabarit liste
Et tout à la fin, nous allons rajouter une navigation. Détaillons un peu ce que j'ai écrit. J'ai commencé par faire 2 structures conditionnelles. La première vérifie si une page précédente existe et la seconde vérifie si une page suivante existe. Étant donné qu'Album est une instance de la classe Paginator, vous avez accès à d'autres méthodes et à d'autres balises de gabarit que vous pouvez utiliser. Vous pouvez ainsi également afficher le numéro de page précédent et le numéro de page suivant. Ceci va simplement créer un lien, donc vous pouvez le mettre dans un attribut href. Allez, on sauve et on va relancer la page. Et j'ai bien le bouton suivant qui apparaît. Si je clique dessus, je me rends compte que dans l'URL, j'ai bien le paramètre page qui est associé au numéro de page 2. En bas, j'ai bien un bouton qui s'affiche, qui est maintenant précédent, puisqu'il n'y a pas de page suivante, mais qu'il y a bien une page précédente. Allez, nous allons faire une toute dernière modification. Le gabarit actuel, liste, est utilisé par d'autres gabarits. Nous l'utilisons dans la page d'accueil et dans la page de résultats. Dans la page d'accueil, nous n'avons pas envie d'avoir une navigation qui apparaisse. Pourtant, si vous inspectez votre code, vous verrez que la barre de navigation apparaît bien, sauf qu'elle est vide. Nous allons donc ajouter une structure conditionnelle pour dire si la pagination est activée, dans ce cas-là, affiche l'intégralité de ma barre de navigation, sinon n'affiche rien. Le moyen le plus simple de faire ça est de retourner dans vos vues et d'ajouter une nouvelle variable. Nous allons dire que paginate est égal à true. Puis dans le gabarit, nous allons créer une nouvelle structure conditionnelle. La structure conditionnelle va vérifier si la variable paginate est égale à true et si elle existe. Si c'est le cas, elle va afficher l'intégralité du code qui est à l'intérieur. C'est terminé. Vous en savez déjà beaucoup plus sur les gabarits dans Django. Mais une fonctionnalité est manquante, la réservation d'un album. Alors, le formulaire est présent, mais pour l'instant, il est beaucoup plus proche de la coquille vide que du char de combat. Voyons dans la prochaine partie comment le relier à une vue. Le site est bien avancé. Dans les 3 chapitres à venir, vous verrez comment ajouter un formulaire de réservation dans votre application Django. Plus spécifiquement, dans ce chapitre, vous apprendrez comment traiter une requête POST. Vous apprendrez également comment valider des données. Mais commençons tout de suite par modifier le formulaire. Le formulaire de réservation est déjà présent dans la vue Detail. Mais pour l'instant, il est tout à fait inefficace car il n'est relié à aucune URL. Nous devons donc modifier légèrement le formulaire pour changer ça. Alors réfléchissons à l'adresse qui sera la plus pertinente. Nous pourrions être tentés dans un premier temps de créer une nouvelle vue et de relier cette vue à une nouvelle URL. Néanmoins, ce n'est pas ce que je vous conseille de faire. Nous allons utiliser la vue Detail, mais simplement nous allons traiter différemment les requêtes GET des requêtes POST. Je m'explique. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose d'évident à voir. Néanmoins, lorsque vous mettez un formulaire dans une page, vous n'allez pas juste traiter les données entrantes. Vous allez également devoir valider et vous poser la question de ce qui arrive si les données ne sont pas valides. Prenons un exemple. Imaginons que l'utilisateur entre une adresse mail qui n'est pas valide. Par exemple, il oublie un .com à la fin. Au niveau de votre serveur, vous allez faire des manipulations pour chercher si cette donnée est valide ou pas. Lorsque vous vous rendrez compte que la donnée n'est pas valide, vous allez recharger la page en affichant une erreur. Vous allez donc être amené à utiliser de nouveau la vue. Nous verrons également plus tard pourquoi il est si pratique d'utiliser une même vue. Mais pour l'instant, modifions le formulaire. Commençons par utiliser la balise de gabarit URL afin de générer le lien vers la vue de détail. Ensuite, nous allons passer également l'identifiant de notre album dans l'attribut value de la balise input. Cela nous permettra de retrouver l'identifiant
de notre album sans avoir évidemment à demander à notre utilisateur de l'indiquer pour nous. Bien, sauvons, relançons le serveur et essayons de soumettre une demande. Et là, une erreur apparaît qui est tout à fait normale. D'ailleurs, si vous regardez le code de statut qui s'affiche dans votre console, il s'agit d'un code 403, qui veut dire « accès interdit ». Alors, c'est dû au fait que nous n'avons pas indiqué dans notre formulaire le CRF token, donc le jeton nécessaire pour se protéger des Cross-Site Request Forgery. Il s'agit d'une attaque assez commune. Si vous voulez en savoir plus sur cette faille de sécurité, je vous invite à lire les notes associées à cette vidéo. En attendant, ajoutons dans notre formulaire ce qui est nécessaire. Il existe une balise de gabarit qui va générer le jeton pour vous. Cette balise s'appelle tout simplement CSRF token et vous avez uniquement à l'indiquer à l'intérieur de votre balise forme. Relançons la page. Et allons voir dans notre formulaire. Vous le voyez, nous avons maintenant une balise input qui s'est rajoutée avec une valeur variable. Renvoyons maintenant notre formulaire. La page se recharge. Encore une fois, c'est normal. Notre vue détail intercepte toutes les requêtes. Pour l'instant, elle ne fait pas la différence entre une requête qui a une méthode get et une requête qui a une méthode post. Réglons tout de suite ce souci. Retournons dans les vues, dans la vue détail. Après la création de nos variables, ajoutons une structure conditionnelle. Disons que si la méthode est égale à post, dans ce cas-là, récupère à la fois l'email qui se retrouve dans les paramètres de la requête et récupère également le nom qui se trouve au même endroit mais simplement avec une clé différente. Puis demandons-nous ce que nous allons faire à la suite lorsque nous avons bien le mail et le nom. Nous allons commencer par créer un nouveau contact, puis chercher un album à réserver, créer une nouvelle réservation et enfin renvoyer une réponse avec le template adéquat. Allez, c'est parti. Donc commençons par aller trouver le contact. Si le contact n'existe pas, dans ce cas-là, nous allons le créer. Ensuite, nous trouvons l'album qui est demandé. Si l'album n'est pas trouvé, nous renvoyons une erreur 404. Enfin, nous allons créer la réservation en passant en paramètres à la fois le contact et l'album. Enfin, petite subtilité à ne pas oublier, nous devons indiquer que l'album n'est plus disponible. Nous allons donc changer la valeur de l'attribut available et indiquer qu'il est égal maintenant à false. Puis nous allons sauver l'album. Et enfin, construire le contexte de la requête, passer en paramètre le titre de l'album et nous allons charger un template différent. Pourquoi? Car nous voulons rerouter l'utilisateur vers une page de remerciement si tout s'est bien passé et non pas recharger la même page. Parfait. Maintenant, nous devons créer le gabarit associé. À l'intérieur, recréer la maquette donnée par le disquaire. Vous vous souvenez, le titre doit être « Merci » et le titre de l'album doit figurer dans le message de remerciement. Quand vous avez fini votre gabarit, rechargez le serveur, puis faites une autre requête pour vérifier que ça a fonctionné. Et ça fonctionne bien. À ce stade, vous pourriez vraiment être tenté de tout arrêter et de passer à la fonctionnalité suivante. Mais souvenez-vous, au début de ce chapitre, je vous ai parlé des validations. Nous n'avons pas encore vu comment traiter les erreurs éventuelles dans un formulaire. Bien sûr, vous pourriez tout faire à la main et valider si les champs présents dans le formulaire correspondent à ce que vous attendez. Encore une fois, Django nous facilite la vie. Il vient avec un module spécialement conçu pour les formulaires. Ce module permet à la fois de générer des formulaires dans les gabarits et de valider les données qui sont reçues dans la vue. Plutôt fantastique, n'est-ce pas? Je vous montre tout de suite comment utiliser ce module. Créez un nouveau document qui va s'appeler forms.py et qui va se trouver au même niveau que vos modèles. Puis à l'intérieur, importez le module form de Django.
Puis vous allez créer une classe par formulaire. De la même manière qu'un modèle hérite de la classe modèle et que vous avez un modèle par objet, ici vous aurez plusieurs classes qui vont chacune représenter un formulaire et qui va hériter de la classe form. Je crée donc une nouvelle classe qui s'appelle contact form et qui va hériter de la classe form. Chaque attribut de classe représente un champ du formulaire à valider. Prenons par exemple le cas du champ name du formulaire de réservation. Selon son modèle, vous savez que les valeurs saisies doivent être inférieures à 100 caractères et qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. On peut donc écrire name égale forms.carfield pour indiquer qu'il s'agit d'une chaîne de caractères et lui passer le paramètre max length à 100. Cette ligne validera que le nom est bien une chaîne de caractères inférieure à 100 caractères, mais en fait elle va faire bien plus. Elle va également générer du HTML qui sera de la forme suivante. Vous pouvez donc lui passer en paramètre d'autres formations, telles que le label à utiliser. Nous allons également lui indiquer qu'il doit utiliser la classe form_control. Donc pour cela, nous allons utiliser la classe textInput de forms qui prend un dictionnaire avec voilà, la classe comme ceci. Et enfin, nous allons lui indiquer qu'il s'agit d'un champ qui est obligatoire. Bien, nous l'avons fait pour le nom, nous pouvons maintenant en faire de même pour l'email. L'email aura le label email, est également un champ requis et partagera la même classe que l'autre champ du formulaire. Voyons maintenant comment utiliser cette classe dans nos vues pour générer le formulaire dans le gabarit. Revenons dans nos vues, importons le formulaire de contact. Puis allons à la vue Detail et ajoutons un nouvel objet dans le contexte. Il s'agira du formulaire. Nous devons donc créer une nouvelle instance de notre classe ContactForm. Nous pourrions bien sûr le faire au tout début de notre vue, sauf que nous allons différencier la requête POST d'une requête GET. Nous allons donc ajouter un else à notre structure conditionnelle. Construisons-y l'instance. Sauver et maintenant aller dans le gabarit pour remplacer le formulaire que nous avons par le formulaire qui est construit dans la vue. Nous allons remplacer toute la balise input par form.name puisqu'il s'agit du champ name. Et pour le label, nous allons simplement enlever ici le name et utiliser form.name, mais cette fois-ci l'attribut id for label. Nous allons en faire de même pour l'email, sauf que cette fois-ci, ce ne sera plus form name, mais form email. Supprimons de nouveau toute la ligne et form.email. Sauvons et rechargeons notre formulaire pour vérifier qu'il est bien affiché. Si à présent nous essayons de soumettre un formulaire vide, le formulaire ne partira pas, puisque nous avions demandé à ce que certains champs soient obligatoires, le nom et le mail. Renseignez donc un nom au hasard. Et maintenant, si l'adresse email n'est pas conforme, par exemple si j'ai oublié une arrobase, mon formulaire ne partira pas non plus. Par contre, je peux très facilement tromper le système. Je peux par exemple indiquer arrobase a et mon formulaire partira. Pourtant, il ne s'agit toujours pas d'une adresse email valide. Il faut donc faire une seconde validation du côté du serveur. Donc revenez à vos vues et cette fois-ci, vous allez créer une nouvelle instance du formulaire, mais si la requête est de type POST. Cette fois-ci, vous pouvez passer en paramètre la requête. Pourquoi? Car vous avez déjà des données qui sont passées. Vous avez donc déjà l'email et le mot de passe. Puis pour valider le formulaire, vous allez utiliser la méthode isValid que vous allez lancer sur l'instance de la classe ContactForm, donc sur form. Donc nous allons dire que si le formulaire est valide, dans ce cas-là, nous pouvons bien utiliser les champs.
Et nous allons déplacer une partie du contexte au tout début de notre vue, sauf le formulaire que nous allons construire juste après. Décalons toutes les actions à réaliser lorsque le formulaire est valide. Si par contre le formulaire n'est pas valide, nous devons afficher de nouveau la page. C'est pourquoi nous allons construire à ce moment-là le formulaire de réponse. Donc nous ajoutons dans le contexte le formulaire. En effet, le programme arrivera à ces lignes-là uniquement si la requête est de type GET ou bien si le formulaire n'est pas valide. D'ailleurs, parlons un peu des erreurs. Pour l'instant, nous n'avons traité que le cas où le formulaire était valide. Donc rajoutons un else et cette fois-ci, ajoutons au contexte les erreurs du formulaire. Enregistrer, puis retourner dans le gabarit et cette fois-ci, ajouter un endroit dans lequel s'afficheront les erreurs. Donc, je vais les mettre à la suite du formulaire. S'il y a des erreurs, traite également le HTML et affiche l'erreur. Le thème vous permet également d'ajouter des classes additionnelles s'il y a des erreurs. Vous pouvez donc ajouter si le formulaire au niveau des noms contient des erreurs, dans ce cas-là, ajoute les classes hasWarning, hasFeedback. Vous pouvez en faire de même pour l'email, mais cette fois-ci, pensez à changer l'attribut. Sauver et retester. Et cette fois-ci, nous avons bien une validation qui a été faite au niveau du serveur et qui nous indique que l'adresse de courrier n'est pas valide. Pour terminer, j'aimerais vous ajouter une indication sur la méthode isValid que vous avez utilisée dans la vue Detail. Cette méthode ne fait pas que valider les données. Elle convertit également les valeurs envoyées par l'utilisateur en objets Python. Donc par exemple, si vous demandez à l'utilisateur d'entrer un chiffre dans le formulaire et que cela figure dans la classe de formulaire en tant qu'entier, la méthode isValid générera un entier. Néanmoins, vous devez lui spécifier que vous voulez utiliser cet entier-là et non pas les données qui sont dans le dictionnaire de la requête. Pour ça, vous pouvez utiliser cleaned data. Il s'agit d'un dictionnaire dans lequel Django transfère les données qui ont été validées. Donc vous pouvez remplacer le champ email par form.cleanedData et utiliser la clé email. Vous pouvez en faire de même pour le nom. Et cela vous garantit que ces données seront également dans le type que vous attendez. Bien, le formulaire est créé et les données sont validées. Et si je vous disais qu'il y avait une manière plus simple de générer les formulaires et de valider les données? Découvrez ça dans le chapitre suivant. Dans le chapitre précédent, vous avez ajouté un formulaire à votre application et vous savez désormais comment valider les données qui sont reçues. Ce formulaire correspond parfaitement au modèle. Je m'explique. Actuellement, votre formulaire contient deux champs, le nom du contact et l'adresse email du contact. Si vous regardez votre modèle, il y a exactement les mêmes champs dans la table de la base de données. Il est un peu redondant de spécifier le type de champ que vous attendez dans le formulaire, alors qu'en fait vous l'avez déjà spécifié dans votre modèle. Vous avez déjà dit qu'un nom était une chaîne de caractères et qu'une adresse email devait être un email. Django contient justement une classe qui s'appelle ModelForm et qui permet de créer un formulaire beaucoup plus facilement si celui-ci correspond exactement à un modèle. Je vous montre comment faire. Dans forms.py, supprimez l'intégralité du contenu. Nous faisons table rase. Puis indiquez que vous voulez importer le module Forms de Django et plus spécifiquement les objets ModelForm, TextInput et EmailInput. Puisque le formulaire va se baser sur vos modèles, vous devez également importer
les modèles que vous voulez utiliser. Donc dans notre cas, nous allons utiliser le modèle Contact. Puis créer une nouvelle classe, comme nous l'avons fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, elle héritera directement de modèle form. À l'intérieur, créer une nouvelle classe qui s'appelle Meta et indiquer plusieurs attributs. L'attribut modèle, qui représentera le modèle à utiliser, dans notre cas c'est Contact, puis les champs du modèle qui doivent être affichés dans le formulaire, dans notre cas le nom et l'email. Enfin, afin d'afficher des classes personnalisées, vous utilisez de nouveau un widget. Le nom étant de type texte, vous allez pouvoir utiliser la classe TextInput avec la classe FormControl. Quant au mail, il s'agit d'un champ de type email. Vous utilisez donc la classe EmailInput. Quant à la classe HTML, elle ne change pas. Testez ce que ça donne. Affichez de nouveau le formulaire et comme vous pouvez le voir, il apparaît bien. Rien n'a changé en apparence, sauf que la syntaxe de création de votre classe Contact Form est quand même beaucoup plus lisible. Parlons maintenant de la manière dont sont générées les erreurs dans le HTML. Comme vous pouvez le voir, cela ne correspond pas vraiment à ce qui est dans la maquette que nous a transmis le disquaire. En effet, nous ne sommes pas censés avoir un petit point au début. Nous voulons des paragraphes. Nous devons donc changer la manière dont Django génère le HTML des erreurs. Django étant du pur Python, il est possible d'utiliser l'héritage pour changer le comportement des classes souhaitées. En lisant la documentation, vous verrez que la classe responsable de la création des erreurs dans le gabarit s'appelle ErrorList et que la méthode utilisée est asDiv. Nous allons donc tout simplement surcharger cette méthode pour en changer le retour. Allez, c'est parti, on retourne dans forms.py et cette fois-ci, on va importer l'objet ErrorList. Puis vous allez créer une nouvelle classe qui va hériter d'ErrorList. À l'intérieur, définissez deux nouvelles méthodes. La méthode spéciale str, qui doit renvoyer la méthode asDiv, puis la méthode asDiv, qui va renvoyer non plus des li, mais des paragraphes. Alors, comment utiliser cette nouvelle classe dans nos vues? Revenez aux vues, puis importez-la. Et en fait, vous allez indiquer cette classe en tant que paramètre lorsque vous créez l'instance de Contact Form, mais uniquement lorsqu'il y a eu des erreurs. Donc pour cela, allez à la ligne de création et ajoutez le paramètre ErrorClass et indiquez-lui que vous voulez utiliser la classe paragraphe_error_list. Relancez le serveur pour voir si ça a fonctionné, puis rechargez la page. Et ça a bien fonctionné. Vous voyez maintenant que nous n'avons plus la vieille liste à puces avec les points devant, mais nous avons un message rouge qui correspond aux maquettes envoyées par le disquaire. Bien, vous en savez beaucoup plus désormais sur les formulaires. Mais actuellement, notre vue de détail effectue beaucoup d'opérations dans la base de données. Cela augmente la probabilité de risque et il s'agit en fait de quelque chose que nous pouvons anticiper assez facilement. Découvrez dans le prochain chapitre les transactions qui nous aideront à anticiper cette situation. À tout de suite! Dans le chapitre précédent, vous avez terminé le formulaire de contact. Néanmoins, je vous ai expliqué en conclusion que la vue de détail réalisait beaucoup d'opérations dans la base de données et que cela augmentait le risque d'erreur. Plus spécifiquement, regardons ce que fait la vue de détail. Elle commence par récupérer un contact ou par le créer s'il n'existe pas encore. Puis, on récupère un album, on crée une réservation, on associe la réservation à l'album. Cela fait beaucoup de manipulations dans la base de données. Imaginons qu'une erreur survienne entre deux requêtes. Que va-t-il se passer? La première requête sera quand même effectuée,
mais la deuxième, non. Une erreur apparaîtra sur la page d'accueil de l'utilisateur, mais une première requête aura quand même été effectuée. Je vous fais une démonstration. Imaginons le scénario suivant. Patrice veut réserver cet album, il se rend donc sur le site, rentre ses coordonnées et clique sur l'onglet Réserver. Malheureusement, une erreur apparaît sur le serveur. Il va donc essayer de renvoyer sa demande. Il revient sur le site, retourne sur son album, entre de nouveau ses informations, puis envoie sa demande. Une autre erreur apparaît, il n'en peut plus, il appelle le disquaire pour réserver directement par téléphone. Le disquaire vous appelle, est mécontent, et vous vous retrouvez à essayer de débugger. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Allons voir le code. Il se trouve que j'ai mis une erreur au beau milieu du code, juste avant de rendre l'album indisponible. Patrice a donc pu le retrouver sur la page d'accueil du site, puisque l'album n'était pas encore marqué comme indisponible. Évidemment, là j'ai fait exprès, mais cela peut survenir qu'une des requêtes précédentes ait été maltraitée par le serveur et que les requêtes suivantes ne puissent pas être exécutées, mais que les requêtes précédentes le soient quand même. On dit alors que la base de données est dans un état corrompu ou instable parce qu'au moins un de ces items ne correspond plus à ce qui est demandé par le système. Comment résoudre ce scénario? Vous pouvez bien sûr mettre à jour la base de données manuellement en déclarant cet album comme étant indisponible. Néanmoins, cela ne vous prémunit pas contre le risque d'éventuelles erreurs futures. Pour éviter ce scénario, Django contient un système extraordinaire qui s'appelle les transactions. Une transaction regroupe plusieurs requêtes à effectuer. Si l'une d'entre elles échoue, toutes les requêtes précédentes sont annulées. Il existe deux manières d'activer les transactions dans Django. La première, c'est par défaut, c'est-à-dire que vous allez indiquer que toutes les requêtes qui seront effectuées dans votre projet seront par défaut englobées dans une transaction. La deuxième, c'est au cas par cas. Vous allez dans ce cas indiquer que telle requête doit être dans une transaction. Par défaut, Django estime que c'est au développeur de choisir s'il doit englober par défaut ces requêtes dans une transaction ou pas. Dans ce chapitre, nous allons activer les transactions individuellement et uniquement pour notre vue détail. Je vous montre comment faire. Commencez par importer le module Transactions de Django. Vous pouvez indiquer des transactions individuellement de deux manières. La première est via un décorateur que vous allez ajouter sur la vue qui doit comprendre une transaction. Donc par exemple, dans notre vue detail, nous pouvons utiliser le décorateur transaction atomique. Ainsi, toutes les requêtes effectuées dans cette vue seront englobées dans une transaction. La deuxième manière est d'utiliser un bloc with pour spécifier les requêtes qui doivent être dans un bloc transaction et celles qui doivent en être séparées. Je vous montre. Nous allons englober toutes les lignes de la création du contact jusqu'à l'enregistrement de l'album. Nous allons utiliser un bloc with, puis la méthode atomique, déplacer tout ceci, ainsi que le contexte et le fait de rendre le template. Bien, nous avons donc maintenant les requêtes que nous souhaitions isoler. Le souci, c'est que s'il y a encore un problème au niveau du serveur, l'utilisateur va toujours voir une page 500 et non pas un petit message nous excusant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que s'il se passe une erreur au niveau d'une des requêtes, nous allons afficher une page avec un message d'erreur. Mais par contre, l'utilisateur doit toujours pouvoir effectuer facilement sa réservation. Donc pour ça, nous allons utiliser un bloc try except qui va essayer de faire les requêtes. Et si une des requêtes échoue, il y aura une exception de type integrity error que nous allons pouvoir utiliser pour ajouter une erreur dans le formulaire. Commençons par importer cette exception-là.
Créons un nouveau bloc try except. Et ajoutons une erreur dans le formulaire. Ainsi, l'utilisateur verra toujours le formulaire apparaître, mais avec une petite phrase d'excuse. Il pourra donc facilement réserver de nouveau l'album. Nous pouvons d'ailleurs déplacer cette ligne-là pour la placer sous le formulaire. Allez, c'est parti! Essayons maintenant de voir si ça fonctionne en réservant un album 2 fois. Bien, donc il est bien réservé une première fois. Revenons sur sa fiche et essayons de le réserver une seconde fois. Et le message indiquant une erreur interne s'affiche bien, donc nous avons gagné. Par contre, laissez-moi vous montrer un dernier bug que l'on peut résoudre dès maintenant. Regardez ce qui se passe si Gaëtan essaye de réserver un autre album. Une erreur apparaît. Cette fois-ci, il s'agit d'une erreur assez logique en fait, puisque si nous revenons à notre vue, nous voyons que l'objet pour le contact qui est renvoyé est de type querySet et non de type contact. Or, nous l'utilisons après pour créer les associations. La première fois, cela n'a pas posé souci. Pourquoi? Parce que si le contact n'existe pas, nous créons un nouvel objet de type contact. Néanmoins, quand le contact existe déjà, il s'agit de la querySet qui est utilisée. Nous allons donc ajouter un else pour dire que dans ce cas-là, le contact est égal au premier item de la querySet. Retentons. Et à présent, ça fonctionne bien. Nos utilisateurs sont capables de réserver plusieurs albums. Ouf! C'est terminé. Les requêtes sont bien isolées dans une transaction et nous n'avons plus de risque d'erreur. Il est temps de passer à l'interface d'administration. Je vous montre dans la prochaine partie comment l'activer et la configurer. À tout de suite. Le site est créé. Il correspond maintenant aux attentes du disquaire et vous n'avez plus aucune fonctionnalité à ajouter. Nous allons maintenant nous intéresser au contenu du site. Le disquaire avait spécifié qu'il souhaitait pouvoir mettre à jour lui-même son contenu. Il lui faut donc une interface d'administration qui lui permette de modifier et d'ajouter du contenu sans avoir à toucher au code. Cela tombe bien, il s'agit là d'une des fonctionnalités les plus importantes et essentielles de Django, son interface d'administration. Django vient par défaut avec une interface d'administration fonctionnelle et extrêmement facile à configurer. Dans ce chapitre, vous allez activer cette interface d'administration et vous allez commencer à la configurer pour afficher les réservations. C'est parti! Ouvrez le fichier de configuration de votre projet et regardez dans les applications qui sont déjà installées. Comme vous pouvez le voir, l'espace d'administration de Django est indiqué par défaut. D'ailleurs, si vous ouvrez urls.py, vous verrez qu'une route a déjà été créée pour cet usage. Pour des raisons de sécurité, je vous invite à changer cette route car elle est bien connue des pirates. Pour ma part, je vais mettre Content, mais évidemment, vous pouvez mettre d'autres choses. Dans settings.py, vous allez ajouter un middleware qui va nous permettre de traduire l'interface d'administration. En effet, si vous vous connectez dès maintenant, vous verrez qu'elle est en anglais, même si nous avons spécifié à la fin de settings.py que nous voulions utiliser du français. Donc, ajoutez-la en bas, puis relancez le serveur. Et naviguez à l'URL que vous avez indiquée pour l'interface d'administration. Une page de connexion s'affiche. L'interface d'administration est donc bien activée, mais vous devez disposer d'un compte pour accéder aux données. La création de ce compte se passe exclusivement en ligne de commande. Arrêtez donc le serveur et tapez la commande magique manage.py create super user. Puis remplissez les champs qui sont demandés. Jusqu'à ce qu'un message de confirmation apparaisse. Vous pouvez alors relancer le serveur
et vous connecter à l'interface d'administration. Voici la page qui apparaît par défaut. Afin d'en savoir plus sur les groupes, les utilisateurs et ce que vous pouvez faire avec, je vous invite à lire les notes associées à cette vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, pour l'instant, aucune information de notre base de données n'apparaît. Nous n'avons ni les réservations, ni les artistes, ni les albums, ni les contacts. C'est tout à fait logique. Vous devez indiquer à Django quelles sont les tables que vous voulez pouvoir administrer via l'interface. Cela se passe dans le document admin.py qui a déjà été créé par défaut. Faire apparaître les données d'une table dans l'interface d'administration est quelque chose d'extrêmement simple. Vous avez simplement à importer le modèle lié à la table et à utiliser la méthode register. Retournez alors sur l'interface d'administration, rechargez votre page et vous verrez apparaître maintenant les réservations. Vous voyez bien toutes les réservations qui ont été faites et vous voyez également l'album lié ainsi que le contact. Prenez quelques minutes pour naviguer dans l'interface d'administration. Regardez comment ajouter de nouvelles réservations, les modifier et les supprimer. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment ajouter les autres modèles à l'interface d'administration. À tout de suite. Les réservations s'affichent bien dans l'interface d'administration et vous pouvez maintenant les modifier. Mais il nous manque les 3 autres modèles. Voyons comment les activer. Nous allons commencer par le modèle contact. Dans le chapitre précédent, vous avez découvert cette première syntaxe pour activer un modèle dans l'interface d'administration. Pour les contacts, nous allons utiliser une autre syntaxe qui utilise un décorateur. Donc nous allons créer une première classe qui s'appelle contactAdmin et qui cette fois-ci va hériter de la classe modelAdmin. Nous allons utiliser le décorateur @adminRegister contact. Cette syntaxe vous permet surtout de modifier et d'indiquer certains paramètres dans l'interface d'administration. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher non pas les informations de l'objet en question, donc du modèle, mais plus des informations liées à cette instance. À l'intérieur, ajoutez un nouvel attribut qui s'appelle inlines et qui est une liste contenant une première classe Booking Inline que vous allez vous empresser de créer dans la foulée. Ce champ inlines permet de spécifier que vous voulez des informations qui s'affichent sur plusieurs lignes avec des colonnes. Donc créons une nouvelle classe qui s'appelle Booking Inline et qui hérite de la classe Tabular Inline qui permet d'afficher les informations sur plusieurs lignes. Spécifiez que vous voulez utiliser le modèle Booking, puis indiquez les champs à afficher. Nous allons afficher l'album et si la personne a été contactée ou pas, donc l'attribut contacted du booking. Et spécifiez également que vous ne voulez afficher qu'une seule ligne, donc aucune ligne additionnelle. Je vous montre ce que ça donne. Naviguons dans l'interface d'administration et allons voir les contacts. Patrice a bien réalisé une première réservation. Comme vous pouvez le voir, elle s'affiche en dessous sous la forme de plusieurs lignes. À présent, si nous supprimons le champ extra et que nous raffichons la page, vous voyez, nous avons la possibilité d'ajouter de nouvelles réservations pour Patrice. Nous allons donc garder cette ligne-là et nous attaquer aux autres modèles. Commençons déjà par les artistes. Nous allons procéder exactement de la même manière que pour les contacts, sauf que cette fois-ci, nous allons appeler la classe ArtistAdmin, qu'elle va être reliée au modèle artiste, et que les champs devront afficher les disques qui sont reliés à cet artiste. Nous allons appeler cette classe-là Album Artist Inline. Cette association est un peu spéciale car il s'agit d'une association plusieurs à plusieurs. Vous allez procéder comme pour les réservations en créant une nouvelle classe qui va s'appeler Album Artist Inline, qui va hériter également de Tabular Inline. Le modèle est album, mais cette fois-ci, vous allez lui spécifier qu'il doit trouver les données
en passant par la table artiste. Vous vous souvenez? Une relation plusieurs à plusieurs contient une table intermédiaire. Nous devons donc lui indiquer d'utiliser cette table intermédiaire. Puis nous allons spécifier que nous voulons un seul champ additionnel dans la liste. Alors pensez également à importer les différents modèles utilisés. Donc revenons, allons voir du côté des artistes qui maintenant apparaissent bien et nous avons bien les albums qui sont liés aux artistes. Django affiche le nom que vous avez donné à vos modèles dans l'interface d'administration. Par exemple, vous avez vu que les réservations portent le doux nom de Booking. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ce n'est pas vraiment parlant et que notre disquaire ne sera pas vraiment réjoui de voir ce nom-là. Voyons tout de suite comment le changer et comment changer également le nom donné aux associations. Comme vous pouvez le voir, le nom des relations désormais s'affiche sous la forme Relations Album Artist. Ce n'est vraiment pas parlant et nous pouvons changer cela très facilement dans admin.py. Il nous suffit d'ajouter l'attribut verbose name dans album artist inline. Vous pouvez également spécifier quel est le nom au pluriel en utilisant verbose name plural égale disque avec un S. Je vous invite à en faire de même pour Booking Inline en disant qu'il s'agit de réservation. Parfait. Vérifions. Cela fonctionne bien, nous avons bien les disques qui apparaissent ici. À présent, voyons comment changer la manière dont sont représentés les différents modèles. Pour cela, nous devons aller directement dans les modèles et utiliser classe meta et à l'intérieur de nouveau l'attribut verbose name. Allez, on va faire ça pour tous les modèles. Allez, sauvons, regardons si ça change quelque chose. Effectivement, nous avons bien les artistes qui s'affichent en haut et si vous revenez à l'écran d'accueil de l'administration, vous verrez que les noms sont maintenant ceux que vous avez mis dans les modèles. La dernière modification que nous allons faire est la manière dont sont affichés les champs. Comme vous pouvez le voir ici dans les artistes, nous avons toujours un champ en anglais qui est repris de la manière dont nous avons nommé nos colonnes. Nous pouvons encore une fois spécifier la manière dont ils doivent s'afficher. Il s'agit en fait du premier paramètre que vous pouvez passer. Je vous montre comment faire, par exemple, pour le nom de l'artiste. Et ça a bien fonctionné, maintenant nous avons le nom. Je vous laisse continuer de votre côté. Moi, j'ai déjà préparé les différents noms à utiliser. Sinon, regardez également sur la branche de ce chapitre sur GitHub. L'interface d'administration de Django inclut également de nombreux outils pour effectuer des recherches. Alors, vous pouvez trier les informations de deux manières. La première, avec un formulaire de recherche. Ça vous permet de retrouver des valeurs qui sont stockées dans des chaînes de caractères. Vous pouvez également utiliser des filtres pour trier les colonnes par valeur. Ça, c'est extrêmement intéressant si vous travaillez avec des booléens, par exemple. Afin d'ajouter un formulaire de recherche dans l'interface d'administration, utilisez simplement l'attribut de classe SearchFields et indiquez les colonnes dans lesquelles vous souhaitez effectuer les recherches. Je vous montre. Ajoutons les albums. Et disons que nous voulons un formulaire de recherche qui aille chercher dans les références et également dans les titres. Voyons ce que ça donne. Nous avons bien un formulaire de recherche qui apparaît. Si je cherche par titre, j'ai bien un CD qui apparaît. Et si je cherche par référence, j'ai également un autre album qui apparaît. Quant aux filtres, nous pouvons les utiliser pour les réservations. Nous pouvons ajouter un filtre pour afficher les réservations à traiter, donc celles dont le champ Contacted est égal à False, et également pour filtrer les réservations par date. Étant donné que l'affichage par défaut des réservations ne nous convient plus, nous ne pouvons plus utiliser la façon simple d'activer un modèle dans l'interface d'administration. Nous allons donc supprimer ceci et utiliser l'autre méthode.
À l'intérieur, cette fois-ci, utilisez l'attribut listFilter et indiquez-lui que vous voulez les filtres relatifs aux attributs createdAt et contacted. Puis retournez dans l'interface d'administration pour voir ce que ça donne. Dans les réservations, vous avez maintenant deux filtres qui apparaissent à droite. Le premier par date de création et le deuxième par demande traitée. La configuration de l'interface d'administration est presque terminée. Dans le prochain chapitre, découvrez comment indiquer que certains champs sont en lecture seule, donc qu'ils ne doivent pas être modifiés. À tout de suite! L'interface est presque prête, sauf que certains éléments sont encore incohérents. Par exemple, pourquoi le disquaire peut-il ajouter des réservations? Dans ce chapitre, vous verrez comment restreindre les actions qu'un super utilisateur peut faire sur l'interface d'administration. Vous découvrirez comment mettre certains champs en lecture seule et comment ajouter un mixin, tout un programme. Mais commençons tout de suite par les champs en lecture seule. Une réservation a une date de création unique qui ne peut pas être changée. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué que je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. En effet, si vous essayez de l'ajouter en tant que champ dans le field set de Booking, vous verrez qu'une erreur apparaîtra. Je vous montre. Donc ici, j'ai rajouté les champs Album, Contact et également createdAt pour savoir à quel moment a été créée la réservation. Je reviens dans mon interface d'administration et je recharge la page. J'ai une erreur. Django m'informe que je ne peux pas afficher le champ createdAt puisqu'il s'agit d'un champ non éditable. En effet, vous vous souvenez, createdAt est créé automatiquement en même temps que la création de l'objet. Je ne peux donc pas le changer. Il faut que je l'indique en lecture seule. Pour cela, rien de plus simple, utilisez simplement l'attribut readOnlyFields et qui est également une liste. Rechargeons la page. J'ai bien maintenant la date de création qui apparaît. Allez, continuons dans cette belle lancée et indiquons que nous ne voulons pas seulement la date de création, mais également le contact, l'album associé, et nous voulons savoir si le contact a été contacté ou pas. Nous allons en faire de même pour la classe BookingInline, afin d'afficher exactement les mêmes informations. Donc la date de création, à savoir si le contact a déjà été contacté, et l'album associé. Puis nous pouvons spécifier que nous ne voulons pas que l'administrateur puisse créer de nouveaux items par lui-même. Par exemple, le disquaire a décidé qu'il ne voulait pas ajouter de réservations par lui-même. Il préfère vraiment différencier les réservations faites en ligne des réservations qui lui sont faites en face à face. Pour faire ça, vous pouvez simplement surcharger la méthode hasAddPermission pour qu'elle ne renvoie plus true mais false. Donc nous allons revenir dans la classe BookingAdmin, définir une nouvelle méthode. Si à présent vous revenez dans la liste des réservations, vous voyez qu'il n'y a plus de bouton pour ajouter une nouvelle réservation. Il faut refléter cela encore une fois dans BookingInline, car sinon l'utilisateur aura encore le bouton pour pouvoir rajouter une réservation à partir de la page d'un prospect, comme vous pouvez le voir ici. Changeons ça. Et maintenant, si on recharge la page, on voit qu'on ne peut plus ajouter d'éléments supplémentaires. Je vous propose d'améliorer la gestion des réservations. Actuellement, dans l'interface d'administration, lorsque vous regardez une réservation, vous avez également accès au nom du contact et à l'album. Par contre, il n'est pas facile d'accéder aux détails d'un album et d'un contact, car il n'y a pas de lien qui mène directement à leur page. Je vous propose donc d'ajouter les liens dans la page de réservation. Ceci n'est pas quelque chose qui est prévu par défaut par Django. Nous allons donc devoir ajouter cette fonctionnalité. Nous allons utiliser ce que l'on appelle un mixin. Qu'est-ce qu'un mixin? C'est simplement une nouvelle classe que vous allez ajouter et qui va travailler de concert avec une autre classe. Un peu comme si elle ajoutait des fonctionnalités supplémentaires à l'autre classe. Concrètement, nous allons créer une classe qui va travailler avec la classe ModelAdmin. Pas de panique, nous allons voir ça pas à pas.
nous allons remplacer le champ d'une colonne par un lien. Les items de Field Sets et Read Only Fields ne sont pas des chaînes de caractères classiques. Elles sont interprétées et exécutées en tant que méthode. Il est donc tout à fait possible de passer en paramètre le nom d'une méthode et non celui d'un attribut. Voyons tout de suite comment faire en ajoutant une nouvelle méthode qui va s'appeler albumLink et qui va prendre en paramètre la réservation. En premier, indiquons le lien vers l'interface d'administration. Puis, nous allons renvoyer le lien vers la page de réservation de l'interface d'administration. Si vous ne laissez que ça, cette chaîne de caractères ne sera pas interprétée en tant que HTML, mais elle s'affichera en tant que chaîne de caractères. Afin qu'elle soit interprétée comme du HTML, importez la méthode markSafe du module SafeStrings. Quand c'est fait, vous pouvez l'utiliser dans votre méthode de cette manière. À présent, vous avez simplement à passer le nom de votre méthode en tant que chaîne de caractères dans Read Only Fields. Évidemment, actuellement, le lien est plutôt inefficace puisqu'il va vous renvoyer vers la page d'accueil de l'espace d'administration. Alors, comment récupérer l'identifiant du booking, mais surtout le lien vers sa page? Nous allons utiliser la méthode reverse de Django, qui est une des plus connues du framework. En effet, elle vous permet d'obtenir une URL à partir du nom d'une vue. En lisant la documentation de Django, vous verrez que les vues de l'interface d'administration portent des noms de la forme suivante. Le nom commence par l'espace de nom admin, est suivi du nom de notre application, d'un tiret du bas, du nom du modèle demandé, d'un tiret du bas de nouveau, puis de change pour afficher la page qui permet de modifier l'item. Par exemple, si nous voulons avoir le nom de la page qui modifie une réservation, ce sera admin : le nom de l'application c'est store, tiret du bas booking, puisque c'est le nom de notre modèle, tiret du bas change. Nous pouvons utiliser cette information pour modifier notre méthode. Le nom de la vue sera donc admin store mais album cette fois-ci, puisque nous voulons le chemin vers l'album, puis change. L'URL sera donc ce chemin-là, avec en argument l'identifiant de l'album qui est relié à la réservation. Afin d'utiliser ce code à plusieurs endroits, nous pouvons très bien créer une nouvelle classe et y ajouter la méthode qui permet de récupérer l'URL. Vous vous souvenez, c'était exactement ce qu'on appelle un mixin et que je vous présentais tout à l'heure. Créons donc une nouvelle classe qui va s'appeler adminURLMixin et qui va prendre en paramètre un objet. Cette classe aura une méthode qui va s'appeler getAdminURL, qui prendra elle aussi en paramètre un objet et qui va renvoyer le lien vers une vue que nous allons spécifier. Donc pour l'instant, spécifions simplement que le modèle est toujours un album et nous allons passer également l'identifiant de l'objet. Revenons dans la classe bookingAdmin et disons que cette classe hérite de notre mixin. Nous pouvons donc maintenant l'utiliser à l'intérieur de notre classe et remplacer l'URL par la méthode getAdminURL et passer en paramètre l'album. Afin de rendre cela encore plus générique, nous pouvons importer la classe ContentType qui va renvoyer plusieurs informations sur l'objet que nous allons passer en paramètre et qui nous permet notamment de trouver le modèle de l'objet. Donc importez-le de la même manière que vous avez importé les autres objets. Puis vous allez pouvoir l'utiliser à l'intérieur de votre méthode et remplacer l'album par ContentType.model qui va renvoyer le modèle associé à l'objet. Allez, il est temps de voir si ça fonctionne. Donc rechargez la page et ça fonctionne toujours. Ce qui fait que maintenant, nous pouvons utiliser cette méthode à d'autres endroits, à la fois dans la classe bookingAdmin et dans bookingInline. Par exemple, dans bookingAdmin, nous pouvons maintenant mettre un lien vers la page qui va modifier le contact. Pour ça, ajoutons une nouvelle fonction qui va s'appeler contactLink, qui fait exactement la même chose que les autres, et indiquons-la dans les Read Only Fields. Enfin, dans bookingInline, nous allons utiliser la même méthode,
nous allons faire hériter Booking Inline de notre mixin fraîchement créé, créer une nouvelle méthode à l'intérieur, album link, puis dans les Read Only Fields, nous allons indiquer que nous souhaitons afficher le lien vers l'album. Vérifions si ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Nous avons le nom du contact, le lien vers l'album, et maintenant si nous allons sur la page d'un prospect, Patrice par exemple, et là malheureusement, le lien tant attendu n'apparaît pas et nous sommes en plein désespoir. En fait, il faut qu'on change un dernier réglage. Si nous souhaitons afficher un lien, il faut demander expressément à ce qu'il apparaisse à la fois dans les Read Only Fields et à la fois dans le Field Sets. Donc mettez ici Album Link, puis rechargez de nouveau la page. Le lien apparaît bien dans la colonne et nous n'avons plus la liste qui apparaît. Faites-en de même pour la classe Booking Admin et indiquez que vous souhaitez les champs Created at, Album Link et Contacted. Et ça fonctionne bien. Laissez simplement le champ Contacted pour qu'il puisse être modifié. Et voilà, nous avons bien une page de réservation qui est entièrement fonctionnelle. Bravo, l'interface d'administration est terminée. Vous êtes fin prêt pour la préparation de la mise en ligne. Allez, on voit ça dans la partie suivante. Votre application est terminée et elle est prête à être mise en ligne. Mais il subsiste encore un élément dont je ne vous ai pas parlé, les tests. Jusqu'à maintenant, lorsque vous avez ajouté une nouvelle fonctionnalité, vous avez dû également tester que celle-ci ne cassait pas le reste de votre programme. Vous avez donc testé à la main, de nouveau, toutes les anciennes fonctionnalités. Actuellement, notre application n'est pas très grande. Ça ne prend donc pas vraiment beaucoup de temps de la tester manuellement. Mais elle va grandir. Et plus elle grandira, et plus vous passerez de temps à effectuer des tests à la main. De plus, cela augmente le risque d'erreur. C'est pour ça que les développeurs ont inventé des tests automatisés. En fait, vous allez écrire des tests qui seront lancés par l'ordinateur. Si ce sujet est tout à fait nouveau pour vous, je vous invite fortement à regarder le cours « Tester votre projet avec Python » avant de continuer ce chapitre. Voyons tout de suite comment utiliser la puissance de Django pour ajouter des tests unitaires dans votre projet. Commencez par vous questionner sur les éléments que vous voulez tester. Est-ce que vous voulez tester les modèles ou bien les vues? Quels sont les tests que vous réalisez manuellement et que vous aimeriez automatiser? Dans notre exemple, nous n'avons pas ajouté de méthode additionnelle dans les modèles. C'est pourquoi je ne trouve pas pertinent de les tester tout de suite. Par contre, nous avons plusieurs vues que nous pouvons tester. Nous allons voir tout de suite quels sont les tests pertinents dans notre projet. Voici les tests auxquels j'ai pensé. Nous allons commencer par tester que la page d'accueil renvoie bien un code de statut 200. Puis nous allons aller un petit peu plus loin, en testant que la page de détail renvoie un code de statut 200 si l'item demandé existe. Ensuite, toujours pour la page de détail, nous allons vérifier que le code de statut 404 est renvoyé si l'item demandé n'existe pas. Et en tout dernier, on va s'intéresser à la page de réservation. On va aller tester que quand une requête est faite, une nouvelle réservation est bien ajoutée dans la base de données. On va aller également tester qu'une réservation est bien reliée à un contact, puis qu'une réservation est bien reliée à un album. Enfin, nous allons vérifier qu'un album n'est plus disponible quand il a été réservé. Une vue, vous le savez, est une fonction en Python. Il est donc très facile de vérifier que les éléments renvoyés correspondent à ce qui est attendu. Il s'agit simplement de tests unitaires. Allez, commençons par la page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'installer un module pour faire des tests dans Django. Le framework inclut une classe TestCase qui hérite d'Unitest. Qu'est-ce qu'Unitest? Il s'agit du module de test par défaut dans Python. Comme il est intégré dans la librairie standard, vous n'avez pas à l'installer. Allez, on va créer une première classe qui va s'appeler IndexPageTestCase et qui va hériter de la classe TestCase. À l'intérieur, nous allons définir une nouvelle méthode qui va s'appeler TestIndexPage.
Pour l'instant, nous allons juste vérifier que A est égal à A. C'est assez bateau, c'est simplement pour vous montrer comment lancer les tests. Pour lancer un test, rien de plus simple, vous utilisez de nouveau manage.py, mais cette fois-ci, vous lancez la commande test sans S. Cette commande va aller exécuter toutes les méthodes qui font partie de test.py et qui commencent par test. Comme vous pouvez le voir, un test a bien été lancé et il a été validé. Allez, voyons tout de suite comment faire un test sur une vue. La classe TestCase inclut un navigateur web très simpliste. Ce navigateur est capable de recevoir vos requêtes, de vous renvoyer une réponse. Par contre, vous ne pouvez pas interagir avec lui via une interface graphique. Donc autrement dit, vous ne pourrez pas entrer l'adresse que vous voulez dans la barre de navigation, puisqu'il n'y en a pas, mais par contre, vous allez passer cette URL dans une méthode. Ce navigateur est accessible via l'objet client dans TestCase. Il contient plusieurs méthodes dont chaque nom reflète la méthode HTTP demandée. Par exemple, la méthode get qui va prendre en paramètre une URL utilise la méthode HTTP get pour accéder à l'URL demandée. Mettons donc à jour la méthode testIndexPage pour utiliser l'objet client avec la méthode get et passer en paramètre l'URL reliée à la vue index. Évidemment, afin de pouvoir utiliser reverse, vous devez également l'importer. Puis nous allons vérifier que le code de statut correspond bien à 200. Allez, nous allons lancer les tests. Un test échoue. En effet, aucune URL ne porte le nom index. Nous allons donc résoudre cette erreur en allant dans les URL de notre projet et en donnant un nom à notre vue index. Sauvons, puis relançons les tests. Et cette fois-ci, il passe bien. Je vous félicite car nous venons juste de résoudre un bug que nous n'avions pas encore identifié. Le test suivant vérifie que la vue détail renvoie bien un code de statut 200 si l'album est trouvé. Cela suppose donc deux choses. Déjà, que nous avons une base de données avec laquelle interagir. Et également que nous avons bien un album dans cette base de données. Encore une fois, Django vient à notre rescousse. Pas besoin de créer une nouvelle base de données et de la configurer. Django va le faire automatiquement lorsque vous lancerez les tests et il supprimera cette base à la fin des tests. Vous n'avez rien à faire. En plus, il va créer une nouvelle base complètement décorrélée de votre base de développement. Cela vous permet de bien faire une séparation entre les différentes bases. Voyons tout de suite comment ajouter des objets dans une base de données de test. Ajouter des données dans la base de données de test est aussi simple que dans la commande Django ou dans les vues. On a simplement à importer notre module Models, puis à importer les classes qu'on souhaite utiliser. Ensuite, on utilise l'ORM de la même manière que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Importons donc les modèles, puis créons une nouvelle classe et une nouvelle méthode à l'intérieur de cette classe. Dans ce test, nous allons créer un nouvel album, puis le récupérer, et ensuite construire une requête pour vérifier que le code de statut est bien 200. Donc commençons par créer un nouvel album, puis nous récupérons l'album que nous venons juste de créer, et ensuite nous construisons la requête vers la vue détail en passant en argument l'identifiant de l'album. Enfin, on va aller vérifier que le code de statut de la réponse est bien 200. On relance les tests. Tout passe bien. D'ailleurs, vous pouvez voir que nous avons bien un message qui indique que le système a créé une base de données de tests et qu'à la fin des tests, cette base a été supprimée. Le test suivant est très semblable au précédent. Nous allons simplement vérifier que le code de statut n'est plus 200 mais 404 si l'item demandé n'existe pas. J'ai donc de nouveau créé un album, mais l'identifiant
que je passerai à la requête sera l'identifiant de l'album plus 1. Ainsi, nous sommes sûrs que cet identifiant n'est relié à aucun album qui existe. On sauve et on renvoie. Ça fonctionne toujours. Par contre, on peut aller un peu plus loin et utiliser la méthode setup. La méthode setup est exécutée avant chaque test unitaire. On peut donc y indiquer les objets à créer pour tous les tests unitaires de cette classe. Donc rajoutons la méthode setup et nous allons y déplacer la création de l'album et nous allons ajouter un nouvel attribut d'instance qui sera self.album et qui correspondra à l'album que nous venons juste de créer. Enfin, nous pouvons mettre à jour nos tests en indiquant désormais d'utiliser l'attribut d'instance album. Et ici de même. Ok, nous sauvons et nous allons relancer les tests. Tout fonctionne toujours, sauf que notre code est quand même plus simple. Les derniers tests concernent les réservations. Nous allons vérifier qu'une réservation est bien ajoutée en base de données si le formulaire envoyé est valide. Alors, quel est le moyen le plus simple de tester ce scénario? Vous pouvez simplement envoyer une requête POST sur la vue Détail avec un nom et un email valide. Démonstration. Elle s'utilise de la manière suivante. Vous commencez par indiquer l'URL, puis vous allez ajouter en paramètre un dictionnaire contenant tous les paramètres que vous voulez associer à la requête. Ajoutons une nouvelle classe Booking. Booking Page Test Case, qui va hériter également de Test Case. Puis nous allons définir une première méthode qui sera le setup et qui va nous permettre de créer les différents éléments qui seront nécessaires pour chacun des tests suivants. De quoi aurons-nous besoin? Nous aurons besoin en premier d'un contact, puisque nous allons vérifier à un moment qu'une réservation est bien reliée à un contact. Nous avons évidemment besoin également d'un album. Pour les besoins du scénario, vous pouvez également ajouter un artiste, même si ce n'est pas nécessaire en soi. Mais moi j'aime bien insérer des scénarios dans mes tests, ça les rend plus fun et plus sympas à lire. Ensuite, on va ajouter un nouvel attribut d'instance pour l'album et un autre attribut d'instance pour le contact. Allez, ajoutons le premier test. Nous retrouvons l'identifiant de l'album, le nom du contact ainsi que son adresse mail, puis nous construisons une requête pour aller envoyer à l'adresse reliée à la vue détail une requête POST contenant en argument l'identifiant de l'album ainsi que le nom du contact et l'adresse email. Ceci correspond au champ du formulaire présent dans le gabarit. À présent, demandons-nous comment vérifier que la réservation a bien été enregistrée. On peut évidemment choisir de la retrouver dans la base de données, mais on peut faire plus simple. Une solution consiste à vérifier que le nombre de réservations a augmenté d'1 point après avoir envoyé la demande. Donc en fait, nous allons créer une nouvelle variable au début qui va contenir le nombre de réservations à ce moment-là. Puis nous allons de nouveau compter le nombre de réservations, mais cette fois-ci après l'envoi de la requête. Enfin, nous allons vérifier qu'il y a bien une différence entre les deux d'1 point. Lançons les tests. Ils fonctionnent bien. Continuez les autres tests tout seul, puis regardez les notes associées à cette vidéo. Je vous ai mis 2 ressources assez utiles. La première est un lien vers un autre de mes cours dans lequel vous pourrez apprendre à créer des tests fonctionnels. L'autre ressource est simplement une proposition de fonctionnalité qui vous permettra de jouer avec les tests et d'aller plus loin. En attendant, notre application est prête à être mise en ligne. Voyons ça dans le prochain chapitre. Cette fois-ci, tout est prêt. Le projet est bien configuré, l'interface d'administration est prête,
les tests ont été ajoutés, vous pouvez sereinement mettre en ligne votre application. Avant de continuer ce chapitre, il est essentiel que vous soyez familier avec les notions de mise en production, d'hébergement ou de serveur. Si ce n'est pas le cas, regardez les notes associées à cette vidéo. La mise en production se déroulera sur les serveurs d'Heroku. Heroku est une plateforme as a service que vous pouvez utiliser gratuitement et qui est très efficace. Elle va se baser sur le contenu de votre code pour déterminer quels sont les modules à installer sur les serveurs et comment le configurer. Commençons d'abord par ajouter les fichiers nécessaires dans votre projet. Avant d'envoyer l'application sur le serveur, on va devoir changer la configuration du projet. Rien de très long, mais par contre c'est important de le faire. On va commencer par désactiver le mode debug. On va aussi générer une nouvelle clé secrète spécialement pour la production. Et enfin, on va indiquer le nom de domaine. Allez, c'est parti. On va retourner dans settings.py, commencer par désactiver le mode debug. Alors, il faut savoir que chaque environnement de développement est totalement distinct parce qu'il correspond à un ordinateur différent. Il est donc assez courant d'enregistrer des variables spécifiques à chaque environnement. Par exemple, vous pouvez associer la variable debug à true en local et à false en production. Vous êtes alors sûr que vous n'oublierez jamais de désactiver le mode debug en production. C'est ce qu'on appelle des variables d'environnement. Il s'agit simplement d'une variable globale à laquelle vous avez accès dans tous les scripts d'un ordinateur. Si vous voulez en savoir plus, je vous incite à regarder le lien que je vous ai fourni dans les notes associées à cette vidéo. Alors on va faire ça, mais au lieu de créer la variable debug, on va créer la variable env à laquelle on va associer le nom de l'environnement. S'il est égal à production, dans ce cas-là, le mode debug sera inactif. Sinon, par défaut, il est actif. La clé secrète est, comme son nom l'indique, secrète. Elle ne doit absolument pas être divulguée. En fait, elle est utilisée notamment pour générer le jeton CSRF dont nous avons déjà parlé dans la partie consacrée au formulaire. Elle ne doit donc pas être publique. Une bonne pratique consiste à avoir une clé secrète différente en développement et en production. Elle a été ajoutée par défaut dans notre projet. Alors comment en générer une nouvelle pour la production? Nous allons utiliser la console de Python. Importer les modules random et string. Puis pour générer une nouvelle clé secrète, utilisez la méthode join en passant à l'intérieur une compréhension de liste. Join. Voilà, qui va générer la nouvelle clé secrète à utiliser en production. Donc copiez-la et collez-la à un endroit où vous pourrez la récupérer plus tard. Allez, passons maintenant au nom de domaine. Je vous l'ai dit, Heroku héberge gratuitement votre site. En plus, il associe automatiquement un nouveau nom de domaine à chaque application que vous créez sur Heroku. L'adresse est de la forme suivante. Nom de l'application, on verra ça un petit peu plus tard, .herokuapp.com. Je vais choisir le nom d'application Disquaire. L'URL de mon projet sera donc disquaire.herokuapp.com. Je vais la déplacer pour la placer à l'intérieur de la liste des hôtes autorisés. La constante allowedHost contient les adresses autorisées à communiquer avec votre application. Étant donné que c'est une liste, elle vous permet d'en indiquer plusieurs. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la documentation dans les notes associées à cette vidéo. Notre fichier de configuration est bien avancé et on va passer maintenant à la préparation des fichiers statiques. Souvenez-vous, il s'agit des fichiers qui sont dans le dossier statique de notre application. En développement, les fichiers statiques ne demandent pas à être configurés d'une certaine manière. La preuve, c'est qu'il a suffi qu'on les place dans le dossier statique pour que ça fonctionne. Par contre, en production, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, en développement, Django réunit tous les fichiers statiques de toutes les applications et les met à disposition. Par contre, c'est loin d'être le plus efficace. En effet, ces fichiers ne changeront pas en production. Il est donc tout à fait inutile de passer par l'application Django pour les servir. Nous pouvons commencer par les réunir dans un seul fichier, puis nous allons installer un service qui va lui être seul responsable de les servir.
Allez, on va commencer par lancer la collecte des fichiers. Pour ça, créez un nouveau dossier qui va s'appeler static et qui sera dans le projet et non plus dans l'application. Puis nous devons dire à Django à quel endroit il doit collecter les fichiers statiques. Donc dans quel endroit il va placer tous les fichiers statiques de toutes les applications. Nous indiquons ça dans settings.py. Nous allons tout à la fin créer une section spéciale. Commencez par indiquer que nous sommes à la racine du projet, puis que le fichier statique devra être static files. Ce dossier sera généré automatiquement par Django. Ajoutez une dernière constante qui s'appelle static files dirs et qui, elle, va contenir le dossier que nous avons créé tout à l'heure. La collecte des fichiers statiques se fait à travers la commande collect static. Néanmoins, vous n'avez pas besoin de le faire car Heroku lancera cette commande automatiquement tout à l'heure lorsque nous enverrons les fichiers sur le serveur. Enfin, je vous ai dit que nous allions utiliser un autre service pour servir les fichiers statiques en production. Ce service s'appelle White Noise et ne fait pas partie de Django. Nous devons donc l'installer. Tapez pip install White Noise. Quand l'installation est terminée, nous devons spécifier à Django que nous voulons utiliser White Noise. Dans les middleware, indiquez à la fin que vous souhaitez utiliser White Noise. Puis, dans les réglages de la production, nous allons spécifier également que nos fichiers doivent être servis par White Noise. L'étape suivante concerne l'export de la base de données. La base de données actuelle peut tout à fait être utilisée en production. On peut donc l'exporter, puis l'importer plus tard lorsque tous nos fichiers seront en ligne. Il s'agit d'une étape facultative, mais qui est intéressante dans notre cas, c'est pourquoi je vous la montre. Commencez par créer un nouveau dossier dans l'application Store qui va s'appeler Dumps et qui va regrouper les exports de la base de données. Puis tapez la commande manage.py dump data, spécifiez le nom de l'application, Store, puis indiquez à quel endroit Django doit enregistrer les données. Ce sera dans Store, Dumps, Store.json. Nous verrons un peu plus tard comment l'importer en production. Un autre réglage important à changer concerne le chemin vers la base de données. Actuellement, vous êtes en local, donc le chemin vers la base de données correspond à votre propre configuration. Il faut savoir qu'Heroku créera une base de données automatiquement lorsqu'il détectera que votre projet est un projet Django. En plus de créer la base de données, il va ajouter une variable d'environnement qui comportera le chemin vers la base de données. Afin de pouvoir utiliser ce chemin, nous devons installer une dernière librairie qui s'appelle Database URL. Installez-la en tapant pip install djdatabase URL, puis modifiez le fichier de configuration en production en ajoutant les deux lignes suivantes db/from/env égale djdatabaseurl.config, puis on fait une mise à jour des réglages de la base de données pour passer la variable db/from/env. Afin de pouvoir utiliser l'objet djdatabaseurl, importez-le au début de votre fichier de configuration. Allez, c'est presque terminé. Il ne nous manque plus que deux fichiers qui sont nécessaires pour Heroku afin qu'il puisse comprendre comment configurer l'environnement de production. Le premier fichier est le procfile qui contient les instructions pour démarrer l'application. Le deuxième fichier est requirements.txt qui contient les librairies nécessaires pour que le projet fonctionne. On va donc créer un nouveau document au même niveau que Store et qui va s'intituler procfile. À l'intérieur, nous allons ajouter une ligne qui indique comment démarrer l'application. Il s'agit de la commande à exécuter par Heroku pour lancer l'application. En gros, elle dit « Lance Gunicorn et lis le fichier discareproject.wsgi pour connaître la configuration. » Afin d'utiliser Gunicorn, vous devez l'installer. Donc tapez pip install Gunicorn. Et quand c'est fini, vous allez générer le fichier requirements.txt en passant par pip.
Ok, tout est en place maintenant, l'application est fin prête à être mise en production. On peut donc s'attaquer à la création d'un nouveau projet sur Heroku. Si vous n'avez pas déjà un compte sur Heroku, commencez par vous en créer un. Puis rendez-vous sur le dashboard. Ce dernier liste toutes les applications que vous avez créées. Pour la mise en production, vous n'allez pas du tout vous servir du dashboard. En fait, vous allez interagir avec Heroku en ligne de commande. Pour ça, vous avez besoin d'Heroku CLI, qui est un logiciel à installer. Si vous ne l'avez pas déjà, regardez dans les notes associées à cette vidéo comment faire. Heroku utilise intensément Git. D'ailleurs, souvenez-vous, au tout début de ce cours, je vous ai indiqué que vous deviez initialiser un nouveau repository Git dans votre projet. C'est le moment, si ce n'est pas déjà fait, d'ajouter les différents fichiers de votre projet à ceux qui sont suivis par Git. Puis lancer un nouveau commit. Puis forcer également le suivi du fichier statique qui pour l'instant est vide. Pour cela, ajoutez un fichier gitignore à l'intérieur. Et à l'intérieur, ajoutez une instruction indiquant que ce fichier doit être suivi. Puis relancez le suivi par Git. Il est temps maintenant de créer une nouvelle application avec Heroku. Tapez simplement Heroku, Create, et le nom de votre application. C'est parfait. Puis nous allons enregistrer les variables d'environnement. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai indiqué de mettre de côté la clé secrète en production, car j'allais vous montrer comment l'enregistrer chez Heroku. Donc c'est parti, tapez la commande Heroku config 2.7 secret key en majuscule égale, puis à l'intérieur, collez la clé secrète que vous avez générée tout à l'heure. Faites-en de même pour la variable env. Vous pouvez vérifier que ça a bien fonctionné en tapant la commande Heroku config qui va vous renvoyer les différentes variables d'environnement du serveur. Tout est en place, l'application est fin prête à être envoyée sur les serveurs d'Heroku. C'est parti! Utilisez la commande magique git push Heroku master. C'est le moment de vous servir un bon café et d'admirer la magie s'opérer. Et ça a bien fonctionné. Vous n'êtes plus qu'à quelques étapes de l'arrivée. Il ne vous reste plus qu'à lancer les migrations, ajouter un administrateur et importer les données de la base de données. C'est parti! Afin d'exécuter une commande sur les serveurs d'Heroku, vous avez simplement besoin de la préfixer des commandes Heroku run. Donc par exemple, pour lancer nos migrations, nous allons écrire Heroku run python manage.py migrate. Heroku vous informe que la commande est bien en train d'être exécutée. Puis nous avons bien Django qui nous indique qu'il est en train d'exécuter toutes les migrations. Puis nous allons créer un super utilisateur en tapant la commande create super user. Enfin, nous allons importer la base de données que nous avons exportée tout à l'heure. Pour ça, utilisez la commande load data et indiquez le chemin vers le fichier de données. Vous pouvez ensuite naviguer sur votre nouveau site et constater qu'il fonctionne bien. Bravo, le projet est en ligne et il fonctionne parfaitement bien. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Mais votre découverte de Django ne s'arrête pas là. Découvrez dans le prochain chapitre des ressources qui vous permettront d'aller bien plus loin. À tout de suite!
Bravo, vous avez terminé ce cours. Au nom de toute l'équipe du bateau pirate, je vous félicite. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il vous reste encore énormément de concepts à découvrir dans Django. Afin de continuer votre apprentissage, je vous conseille en premier de suivre le tutoriel officiel sur le site de Django. Extrêmement bien réalisé, il vous permettra de revoir des concepts basiques d'une autre manière. Poursuivez ensuite avec la lecture active de Two Scoops of Django. Il s'agit d'un livre de référence qui vous permettra de voir des concepts plus avancés avec beaucoup d'humour. Je vous invite également à lire les notes associées à cette vidéo. Vous y découvrirez des concepts que nous n'avons pas encore traités. Quant à moi, je vous retrouve dans d'autres cours pour de nouvelles aventures.